Merci d'être venus nombreux à cette rencontre, à ce débat autour de l'immigration à Arki, un rapatriement pas comme les autres. C'est l'intitulé donc de cette rencontre que j'ai le plaisir d'animer avec Florence Odovic, tout à fait au fond. Et je vous laisse, Florence, présenter nos invités. Toufik Hakem aussi, merci de cette introduction. Et donc immédiatement à la droite de Toufik, donc vous reconnaissez désormais Giulia Fabiano, puisque nous venons de l'écouter avec plaisir ensemble. Ensuite Zaya Rahmani, écrivaine et qui avait été commissaire tout récemment, il y a à peine 2 ans je crois, de l'exposition Made in Algeria ici au MUSEM, que peut-être beaucoup d'entre vous ont vu, en tout cas je l'espère. Enfin, Éric Savarez, professeur de sciences politiques à l'université de Montpellier. Voilà, qui fait un petit peu parler d'elle en ce moment, mais voilà. Donc, je te laisse peut-être, Toufik, introduire ou tout au moins passer la parole à nos invités. Oui, alors on va parler de quelques histoires particulières qui vont rencontrer la grande histoire. Et j'aimerais bien avoir, pour commencer cette rencontre, votre témoignage de fille de Arki, Zaya Rahmani. Et je vous pose cette question parce que vous avez écrit sur votre père, sur son histoire. Vous avez été donc le témoin d'une histoire très particulière parce qu'elle est familiale. Si on commençait par ce témoignage. Alors, tout d'abord, merci d'être là présent parce que c'est un objet délicat et sensible, ce dont on est censé discuter ensemble et ouvrir cette séance par un récit biographique est toujours un peu compliqué parce qu'on est un peu traversé par de quel droit moi je devrais raconter cette histoire alors que face à moi, vous avez tous des récits sacrément plus costauds et délicats que le mien. Alors peut-être j'ai le privilège de pouvoir énoncer cela parce que la vie a fait que j'ai pu trouver les failles qui m'ont permis en fait d'être là. Voilà. Alors je suis là. Les failles, c'est-à-dire que vous avez écrit un roman qui d'ailleurs ici présent qu'on peut acheter, qui a été publié en 2003 à une époque où on n'avait pas beaucoup de témoignages à Zaya Rahmani. Oui, alors c'est bien justement de dire ça, parce que il me semble que la difficulté pour moi, c'était en 2003 d'essayer finalement d'écrire une plaidoirie. Voilà. D'ailleurs, elle est dans le livre. Hein. Mais vous voulez que je dise quelque chose, ça va aller très vite sur cette question. C'est-à-dire que je suis né en Algérie en 62, mon père a été mis en prison en juillet, je suis né en septembre. Il a été libéré ou évadé, je ne sais pas, mais nous sommes arrivés en France par la Croix-Rouge internationale, par un bateau qui s'appelait le Méditerranée, en 1967, en avril 67, et c'était un convoi de 42 familles. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de travaux là-dessus, voilà, appel aux historiens. Et moi, j'ai découvert mon père à l'ambassade de France, à Alger, à l'époque, j'avais 5 ans. Je l'ai peu entendu. Voilà. Nous avons grandi en Picardie, dans l'Oise. Nous sommes arrivés dans l'Oise après être passés par Arinques et ensuite Saint-Maurice-l'Ardoise, mais pas longtemps, je dois le dire. Contrairement à d'autres familles qui ont vécu longtemps dans certains camps ici dans la région. Et ensuite, on a eu le privilège de pouvoir rejoindre une commune de Picardie où des amis avaient veillé à notre arrivée. Ce qui fait que nous avons d'abord rejoint des familles, notre famille, et puis ensuite mon père a eu un travail et j'ai grandi d'abord à Beauvais, ensuite à la campagne dans l'Oise. Voilà. Et cette première rencontre à l'ambassade de France à Alger, vous pouvez nous en parler, Zaya Rahmani ? Alors, c'est étrange parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Hein. Ce n'est pas du tout une question piège, mais si je devais le dire, j'ai rencontré un monsieur tout maigre, très très maigre. J'ai été marqué par ça, j'avais 4 ans et demi. Mon père était cadavérique. En fait, sur sa carte, il était écrit 42 kilos. Voilà. Si vous voulez que je parle de ça, j'ai pas envie, j'y arrive pas. Mais par contre, ce dont je peux parler, c'est d'une chose qui m'a profondément, je dirais, structurée après coup. C'est que j'ai grandi donc avec ma maman, mes frères et sœurs, et une famille en même temps pas du tout tournée contre l'Algérie. J'insiste beaucoup. Hein. J'ai pas grandi avec cette idée.
Une des choses qui est très importante dans nos histoires, c'est aussi qu'une partie de nous, c'est aussi structurée par nos mères, qui sont en fait le chaînon manquant de l'histoire. Hein. Et ces femmes, elles étaient extraordinaires parce que pour beaucoup, elles avaient laissé derrière elles leur famille, qui bien souvent était aussi en liaison, ou avec le FLN, ou dans un silence. Mais dans les faits, moi, je n'ai pas grandi avec quelque chose qui serait un pays à haïr derrière moi. Mais je dois dire, j'ai quand même dû être amené à vivre dans un pays qui avait un regard sur les Arabes extrêmement négatif. C'est vrai. Et ça ne vous donne pas, si vous voulez, un blanc-seing de venir d'un père qui aurait, comme ça, d'une certaine manière, été pris dans la collaboration française. Alors, je dois dire aussi que mon père, comme il arrive en avril 67, il a dû faire au tribunal d'Uzès ce qu'on appelle une demande de reconnaissance de nationalité. Et j'ai découvert tardivement, en même temps que j'écrivais Mose, mon livre. Alors, en 2 mots, j'ai grandi dans l'Oise à côté d'un homme qui était assez silencieux, qui ne parlait pas. Et puis, le 11 novembre 91, il s'est suicidé. Et il s'est en fait présenté au monument aux morts du village. Mais il faisait ça chaque année. Dans notre village, les gens l'appelaient Monsieur le maire, parce qu'en fait, en Kabylie, il était maire de sa commune. Et il était vice-président du Conseil général de Grande Kabylie. Donc, c'était un lettré qui faisait de la politique, qui était venu en France en 61 et qui avait considéré que ce n'était pas un pays pour lui. Donc quand il est resté, il pensait que du point de vue administratif, il avait un rôle à jouer. J'insiste aussi, il n'avait jamais porté d'uniforme. Voilà. Et quand il a réclamé quelque chose pour ses 5 années passées en prison, on lui a donné un statut d'ancien combattant. Et donc à la caserne Bernadotte de Pau, en 1973, quelqu'un a écrit 58 fantassins, 59 chasseurs alpins. Dans les faits, votre destin est quand même le destin des rapatriés et des harkis. Hein. Et j'ai côtoyé un homme qui ne parlait pas beaucoup, et bon, il s'est suicidé. Et en fait, pour revenir plus tard, parce que je ne veux pas accaparer la parole, ce qui fait que je suis ici, c'est que j'ai essayé de comprendre à un moment comment moi, je pouvais sortir de ça. Voilà. Et je pourrais dire pour... sortir de quoi, Zahia ? De quelque chose qui s'appelle le silence de l'histoire. Voilà. C'est-à-dire que vous côtoyez des individus qui ne trouvent aucune rampe à laquelle s'accrocher. Et vous, les enfants, vous héritez de ça. Voilà. Et vous n'avez rien autour de vous qui vous dit à un moment ou à un autre, vous avez une possibilité de dire pourquoi vous êtes là. Mais vous ne le savez pas. Et en plus, la France, pour des raisons... que l'on commence à saisir maintenant, n'avait aucun énoncé sur la guerre d'Algérie. Donc vous avez un effet de double ban, vous avez des gens dans la campagne qui vous voient comme des Arabes, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes là, il n'y a rien dans les manuels scolaires qui vous explique ça. Surtout pour les enfants, c'est compliqué. Et vos frères et sœurs, ils sont assez choqués, traumatisés, ça va, on les a retirés de l'école, ils n'ont pas été à l'école pendant 5 ans, ils ont vécu des drames, parce que nous, en Algérie, en fait, c'est qu'on a été enfermés en Algérie. Ça, c'est une autre histoire. Les Algériens, ils vont avoir un boulot à faire, là. Mais nous, on a été enfermés, en fait, pendant 5 ans. Enfermés comment ? On était à Tizouzou et on était tenus à l'écart de la société algérienne. Parce que comme mon père était vu comme un ennemi, nous, les enfants, on était à bannir. Donc, on a été mis dans une sorte d'enclos qui appartenait, en fait, un bâtiment qui appartenait à ma famille, mais qui ne lui appartenait plus. Et donc, nous avions le droit d'occuper une pièce au rez-de-chaussée. Et donc, voilà, on a vécu quelque chose qui s'appelle... un enfermement, mais Mohamed Harbi pourrait parler de l'historien, c'est-à-dire que les Algériens eux-mêmes ont été aveugles à leur ignominie sur cette question, c'est-à-dire que nous, les enfants, les mères, on a été pris dans cette histoire. Voilà. Et je dirais que c'est en lisant, je crois, une certaine littérature qui est plutôt appropriée à une question qui serait celle... que des gens comme Robert Antelme ou Primo Levi ont distingué, c'est-à-dire la zone grise. Parce que la vraie question que vous vous posez quand vous êtes enfant, c'est « Putain, mais est-ce que mon père, c'était vraiment un traître ? Est-ce que mon père, c'était vraiment un mec à... » Parce qu'en même temps, nos parents étaient exactement ce que disait Julia, très attachés à leur culture. Donc, comment des gens qui sont musulmans, alors musulmans version mes parents, hein, c'est-à-dire un petit coup de pastis par-ci, le jambon, ça dépend des jours. Enfin voilà, moi je dis ça. Hein. Oui, bon, pardon. Mais ma mère, non, pas du tout. Mais la zone grise, c'est quelque chose qui... voilà. Donc pour conclure, je pourrais dire c'est un certain travail psychanalytique et un certain intérêt pour une certaine littérature et philosophie
qui m'a permis de comprendre que c'était quelque chose qui, pour moi, s'inscrit dans la grande tradition des figures de paria. C'est quelque chose qui, si on veut rire, on peut dire, allez, ça remonte à l'Antiquité, mais il n'y a pas de... Quand j'ai fait Made in Algeria, et je remercie le MUSEM de m'avoir permis de faire cette exposition, j'ai vite compris qu'en fait, dès le départ, dès 1830, et puis tout le monde s'est retrouvé pris dans cette histoire, il fallait fonctionner avec cette rupture, il fallait rentrer dans le cœur des frères, rompre à l'intérieur, pour pouvoir en fait négocier communauté contre communauté. Et ça commence dès le début. Voilà. Et vous le voyez dans les tableaux, vous le voyez dans la peinture, vous le voyez dans tout. Et le colonialisme, partout, il a opéré comme ça. Et d'ailleurs, je dirais, pour moi, en fait, je m'inscris en faux contre l'idée qu'on peut être en dehors de la colonie et en dedans. La colonie, c'est une matrice, et on est tous dedans. Et aujourd'hui, on est nombreux à faire un travail en commun pour en sortir. Voilà. Alors, avant de parler des travaux avec vous, Éric Savarez, il y a juste 2 mots que vous venez de prononcer, Zahia Rahmani, c'est-à-dire l'histoire de la colonie, que votre premier choc de ne pas comprendre ce que vous faisiez dans ce pays qu'est la France, et puis après, quelques mots plus tard, vous dites je me posais la question de est-ce qu'il a été un traître, mon père Arki? Mais s'il fallait vous poser la question, à quel moment le concept de Arki arrive dans votre vie? Alors, contrairement, moi, mon expérience, elle est très simple. J'ai grandi dans l'Oise parce que mon père nous a isolés. Donc, j'ai grandi dans un cul-de-sac collé à une forêt et une montagne, ce qui a été très bien, parce que c'est un paradis terrestre maintenant pour moi, mais à l'époque, c'était un cul-de-sac. Voilà. Donc, je n'ai jamais vu d'arabe, au sens français du terme. C'est-à-dire, je ne côtoyais personne qui avait un lien de culture, sauf ma famille, mais à 20 bornes. Mais Et donc, la difficulté, elle était de comprendre... je l'ai appris seul, en fait. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait. C'est très déstructurant, quand même, ce qui se passait pour... J'ai bien vu... Celle d'être une immigrée ou celle d'être une fille de Harki? Ben non, les immigrés qui habitaient l'Oise et la ville de Beauvais n'avaient pas du tout la même histoire que mes parents. Mais voilà. À quel moment vous découvrez que vous avez une histoire différente, justement? Le jour où j'avale des cachets à 15 ans et que je me suicide, quoi. Ben, c'est comme ça, un adolescent. Hein. Voilà. Un adolescent, il comprend que... Voilà, il comprend qu'il ne fait pas partie de cette masse. Voilà, c'est ça. Vous comprenez quelque chose. Tous les enfants de Harki ont vécu ça. Parce qu'on vous le fait comprendre, ou c'est la famille qui finit par en parler? Comment ça s'est passé, Zahia Rahmani? Je pense que c'est, comme aujourd'hui, c'est des processus de résilience. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des bribes qui se sont cumulées, mais comme tous, c'est des bribes qui se cumulent dans votre enfance. Et puis, je pense que le mutisme des parents, il est vous savez, il s'est passé la même chose, pardon, je ne veux pas faire de parallèle, mais dans tous les grands drames historiques, si vous n'avez pas une société qui prend en charge le récit collectivement, tout seul, ça n'opère pas, quoi. Vous tapez contre des murs. Moi, je pense que en fait, vous pointez une chose juste, Tofik, c'est que, en fait, dans la France des années 70, être un Algérien était horrible. Donc, j'ai découvert que je n'avais pas de pays de réserve. Et donc, je me suis suicidé. Mais en fait, je me suis réveillé le lendemain. C'est-à-dire, j'y allais mollo, quoi. C'est-à-dire, contrairement aux autres maghrébins qui avaient un pays de réserve... J'en avais pas. Mais comment vous l'apprenez que vous n'en avez pas, justement? C'est-à-dire que c'est très particulier. C'est que vous souffrez de quelque chose qui... Mais vraiment, c'est prégnant. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon village, bon, ils sont formidables, les gens me disaient, mais qu'est-ce qu'on était cons, Zahia. Dans les années 70... Dans les zones rurales, mais aussi, les gens pensaient qu'on mangeait de l'hippopotame, du crocodile. Il faut quand même comprendre qu'on revient de loin, on s'est amélioré. Bon, on déconne un peu beaucoup sur les musulmans, mais sur cette question, on s'est amélioré. Les gens ne pensent plus. Mais donc, moi, j'étais lié à... Je ne sais pas si vous avez connu cette petite série de livres, Mon problème, c'est ma mère, mon problème, c'est mon père. Mais tout le monde pensait que dans ma maison, c'était pas comme dans les autres maisons. Donc ça, vous vivez ce rejet. Mais les copains... Et l'école, vous les faites. Vous avez toujours des amis de votre âge. Mais la vraie difficulté, c'est que vous comprenez qu'en fait, vous comprenez tout simplement qu'il n'y a pas de place pour vous dans ce monde. Mais pourquoi? Parce que l'été arrivant, vous ne rentrez pas au pays Non, mais je vais y aller. Je vais y aller, ça va être pire. Je vais y aller. En fait, bon, quand je me réveille à 15 ans, c'est après quelques somnifères. Mais je me dis, bon, je me suis structuré psychologiquement, mentalement, pour
aller vivre en Algérie. Et donc, j'ai appris, alors c'est pour ça qu'on parlait de Brigitte Fontaine, donc tout à l'heure c'était beau, la musique, bon, mes parents sont de langue kabyle, donc je me suis mise à apprendre le kabyle par cœur. C'était ma langue maternelle, mais je m'étais fermée à cette langue, parce qu'entre 5 et 15 ans, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous devenez français, quoi. Donc moi, j'ai appris le français en 2 jours. Je suis arrivée en France, on m'a dit bonjour madame, monsieur, puis un enfant, ça apprend vite. Donc voilà, j'ai oublié la langue de ma mère, et sauf que je me suis mise à l'apprendre, vraiment, 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 et je suis allée en Algérie. Et là, c'était, c'est pas contre les Algériens que je veux dire ça, mais bon, moi, c'est la Picardie, qu'est-ce que vous voulez, j'adore les arbres. C'est comme ça, je suis arrivé là-bas, je ne supporte pas le soleil, c'est trop tard, génétiquement, j'ai été transformée. Et puis aussi, je n'ai pas trouvé ma place, c'est-à-dire que j'étais militante trotskiste, féministe déjà, contre mon père. Et puis quand même, là-bas, vous savez profondément que vous êtes enfant de harki aux yeux des gens. Mais c'est surtout pas que ça, c'est que il y avait des choses dans le pays qui ne me plaisaient pas. Et là, vraiment, voilà, bon, je ne vais pas en faire une confession, mais moi, j'ai vu beaucoup de gens de ma génération mourir. Hein. Si je vous racontais les dégâts qu'il y a eu dans les familles de harkis, à Beauvais, c'est junkie, suicide. Et moi, bah, j'ai fini dans le coma. Je suis revenu d'Algérie et j'ai considéré vraiment que là, il n'y avait plus de pays. Voilà. Mais vous ne pouvez pas dater le moment où vous avez appris cette histoire, ou le début de cette histoire, ou votre différence par rapport aux autres populations immigrées ici? Si, mais en fait, ça, c'est de l'ordre de l'intime, en fait. Voilà. C'est de l'ordre de l'intime. Je pense qu'il y a deux problèmes. Je suis une fille, pas un garçon. C'est très important. C'est très, très important. Donc, on n'occupe pas l'espace public de la même manière. On ne répond pas à son père de la même manière. On ne répond pas à sa mère de la même manière. Je suis une fille avec tout le poids que vous avez quand vous venez d'une famille musulmane, c'est-à-dire vous avez toute votre filiation derrière vous, vous avez une très lourde responsabilité. D'abord, ça joue. Et puis ensuite, concernant ce qu'on nomme les harkis, mais moi, j'ai grandi, et nous tous qui connaissons cela, nous avons été pris dans l'éthos des années 70. Tout le monde était de gauche. Vous vous rendez compte? On est tous de gauche, tous nos copains sont trotskistes, si on a envie de s'émanciper un peu. Et vous vous retrouvez qu'un truc pareil, quoi. Papa, traître. Il n'y a pas une ligne dans aucun livre qui vous dit on va un peu vous dire ce qu'est le colonialisme. Rien. Voilà. Même Hannah Arendt ne nous est pas parvenue. Donc, on est dans une époque qui est extrêmement violente de ce point de vue-là. Et jamais, jamais vous avez eu un courant, voire on parlait de l'extrême gauche, tout ça, mais même à gauche, quelqu'un qui vous tend la main. Personne qui vous tend la main. Et même vous êtes de gauche, mais quelque part, vous n'arrivez pas à dire votre histoire, parce que de toute façon, personne ne la comprend. Donc voilà. Donc il y a le contexte qui fait qu'à un moment donné, entre une culture qui est très prégnante et très présente et la réalité sociale de votre quotidien et de votre vie, vous ne trouvez pas votre place et vous n'arrivez pas à l'énoncer. Vous êtes, comme disait ma mère, un brouillon. Voilà. Et pour ne plus être un brouillon, il faut beaucoup de travail. Voilà. Mais je ne me suis pas totalement pendue, puisque je suis face à vous. Merci. Éric Savarez, vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes spécialiste entre autres des harkis, du moins vous avez beaucoup travaillé sur les harkis. Est-ce que, à vous, je peux commencer par poser la question de savoir si vous avez un lien direct ou indirect avec la guerre d'Algérie, avec les rapatriés, avec cette histoire précise? Bonjour. Donc, personnellement, je n'ai aucun lien avec cette affaire-là. Je suis né en 66, donc je suis arrivé après la bataille. Et puis, je n'ai pas de lien généalogique particulier. En réalité, j'ai rencontré cette histoire en ayant travaillé sur la colonisation dans les manuels scolaires de la Troisième République, lorsqu'on parlait du joli temps des colonies. Et en regardant ce qui était publié dans ces manuels après 62, je me suis rendu compte qu'il y avait un vide. Et c'est à travers ce vide, notamment sur la guerre d'Algérie à l'époque, sur les harkis, sur les rapatriés, sur toutes ces questions. C'était très, très, très sommaire, quasiment, pourrait-on dire aujourd'hui, occulté. Et donc, c'est un peu ce silence qui m'a amené à m'interroger sur ces questions, en me disant que, justement, s'il y avait un silence, il y avait peut-être quelque chose qui était intéressant à découvrir derrière, d'où mon travail sur les rapatriés. Et je dirais, alors dans une perspective de prof de sciences politiques, pas d'historien, mais avec cette idée que la question des rapatriements a profondément
la guerre d'Algérie en général et les rapatriements ont profondément modifié la société française et la vie politique française. La Ve République, c'est la guerre d'Algérie. Une grande partie des transformations, même de nos institutions, c'est la guerre d'Algérie qui a amené à ça. Une grande partie des transformations de la vie politique, des politiques de la mémoire dont on a parlé tout à l'heure, c'est aussi lié à la guerre d'Algérie, à la colonisation. Donc il y a un certain nombre de questions qui peuvent être traitées aujourd'hui dans une perspective large, je dirais d'histoire, de sciences politiques, d'anthropologie, peu importe, à la limite on fait tous à peu près la même chose, mais autour de cette question. Alors, vous qui avez cette approche scientifique avec cette histoire, vous avez entendu Zahia Rahmani, quand elle parle de harki, elle met tout de suite la signification, la définition du mot en traître. Mais ce mot-là, vous qui l'avez étudié avant d'étudier... Je ne l'affirme pas, hein, je dis juste que c'est comme ça qu'on le réceptionne. Absolument, c'est comme ça qu'on l'a réceptionné. Est-ce que ça a toujours été le cas, vous qui avez travaillé sur ce mot qu'est-ce que ça veut dire harki? C'est quoi l'histoire du mot? Et puis, vous pouvez tout de suite enchaîner, si vous voulez bien, avec cette autre question. Est-ce que dans la galaxie des immigrés, de l'immigration nord-africaine ou maghrébine ou post-indépendance, est-ce que la planète harki est vraiment isolée des autres planètes? D'accord. Alors, je dirais, la définition académique des harkis, le problème que ça pose, c'est qu'il y a un certain nombre de groupes qui sont très faciles à compter. Moi, j'ai travaillé sur les pieds noirs, on sait que ça pèse excusez, je mets des guillemets, entre 900 000 et 1 million de personnes. Pour les harkis, c'est compliqué parce que soit on considère que sont harkis les anciens membres d'une Arka, unité combattante, et ça représente 60 000 personnes. Soit on représente que c'est l'ensemble des forces supplétives, avec tout le problème du vocabulaire, c'est affiché là-bas, il y a tous les mots qui ont été utilisés. Soit on considère que ce sont l'ensemble des gens qui ont participé au titre de supplétif de l'armée française, et là, c'est 180 000 personnes au moment de la guerre. Parce qu'après, évidemment, aujourd'hui, c'est un groupe plus large. Il y a les enfants, il y a les petits-enfants, évidemment, mais je parle au moment de la guerre, au moment du entre guillemets, rapatriement. Je vais expliquer pourquoi. Donc, le simple fait de prendre une définition, j'allais dire restrictive, et une autre XXL, ça fait passer de 60 000 à 180 000 personnes, c'est-à-dire du simple au triple. Vous comprenez qu'il y a un vrai enjeu là-dessus. Moi, je pense qu'il faut prendre la définition large, parce que si on veut travailler sur les trajectoires de reconstruction, d'identité, sur la diversité des mobilisations politiques, sur le rapport à l'histoire, sur le rapport à la mémoire, sur la transmission de la mémoire, sur toutes les questions sur lesquelles travaillent les anthropologues, par exemple, comme Julia, il me semble que c'est la définition large qu'il faut utiliser. Alors, sur la question du rapatriement, il faut bien comprendre ce qui se passe. Si vous partez demain en vacances au Mexique, que vous êtes malade, vous avez une assurance en principe avec votre billet d'avion, on va vous rapatrier, ça veut dire on vous ramène dans votre pays. Bon. Et rapatriement, ça a toujours voulu dire ça. Sauf qu'en 1961, face au risque d'afflux massif d'une population en provenance des territoires, etc., qu'est-ce que fait l'administration? Elle change le terme de rapatrier. Elle change le sens, et ça c'est la loi de 61, en disant sont considérés comme rapatriés ceux qui arrivent en provenance de territoires où la France a exercé des fonctions de souveraineté. Autrement dit, le rapatriement, ça devient un outil de gestion de la décolonisation, et plus du tout un retour dans son pays d'origine. Et du coup, évidemment, les pieds noirs et les harkis ont été considérés comme des rapatriés. Les harkis n'ont pas tous été rapatriés, bien sûr, il y a un gros problème là-dessus, l'abandon, etc., des autorités françaises, mais les harkis ont été considérés comme des rapatriés, comme les autres rapatriés d'ailleurs, par un pur effet de la production administrative, sans que le terme soit parfaitement ajusté à leur situation. Alors bien sûr, ils ne sont pas dans la même situation que les autres immigrés, notamment parce que, si je me réfère à ce qu'avait montré Abdelmalek Sayad, les immigrés ont souvent vécu avec cette idée qu'un jour ils retourneraient dans leur pays d'origine. Autrement dit, il y a le fameux mythe ou l'impossible retour. Ça se produit assez rarement, parce que l'immigration de travail se transforme en immigration de peuplement, c'est assez rare. Mais enfin, on se dit souvent, je reviendrai, je reviendrai. Il n'y a pas de pays de réserve. Pour les harkis, c'est exactement ce qu'a dit Zahia Rahmani, il n'y a pas de pays de réserve. On ne peut pas vivre, y compris sur cette idée, même si le retour ne se produit pas, on ne peut pas vivre en se projetant sur l'idée qu'un jour on reviendra. Donc c'est là que c'est une émigration sans doute très différente de l'émigration classique, y compris l'émigration algérienne, qui au passage, on aurait tort d'en faire une conséquence de la décolonisation. L'émigration algérienne en France, ça commence fin 19e siècle, surtout sur la base de paysans kabyles. Enfin, je veux dire, c'est une histoire qui a plus d'un siècle aujourd'hui et qui est assez longue.
C'était quoi la suite de la question? J'ai oublié ce que vous vouliez que je... Non, mais vous avez répondu en partie quand je vous ai demandé est-ce que les harkis sont à part dans cette galaxie des immigrés algériens, par exemple. Et je termine rapidement là-dessus, moi non plus je ne vais pas monopoliser la parole. Évidemment, il y a la figure du traître. Bon, on sait que le président algérien les avait associés à des collabos. Il y a de l'autre côté des gens qui disent pas du tout, ils étaient avec la France, ce sont de bons patriotes. En réalité, je dirais tout ça, c'est dans l'imaginaire, c'est dans les représentations. Alors évidemment, c'est très difficile de vivre en se disant est-ce que j'ai cette étiquette, c'est un peu ce que ma collègue a évoqué, mais le problème c'est que quand on regarde pourquoi des gens se sont engagés à l'époque parmi les anciens Français et musulmans avec l'armée française, c'est jamais sur le mode de l'engagement pour défendre une nation, c'est toujours sur le mode on s'engage parce qu'on a besoin d'une solde, parce qu'on a besoin d'une arme pour protéger sa famille, parce qu'on a peur de se faire tuer, parce que, etc. C'est pas du tout sur ce mode de l'engagement pour défendre une nation. Autrement dit, alors pourquoi? Pour des raisons historiques assez compliqué. Il se trouve que le sentiment national, ça se construit petit à petit. Il n'est pas forcément achevé au moment de la guerre. Bon, il y a des tas de choses sur lesquelles on pourrait revenir, mais dire que ce sont des traîtres, ça n'a pas de sens, parce qu'on ne peut pas être traître à une nation qui n'est pas encore complètement constituée. Dire que ce sont des bons patriotes, c'est pareil, ils n'ont pas été socialisés au nationalisme français, ça n'a pas de sens. Tout ça, ce sont des images, mais des images qui font mal. Parce qu'ensuite, évidemment, ceux qui sont visés, il faut qu'ils fassent avec et qui construisent une identité à partir de ça. Alors qu'historiquement, ça n'a pas, évidemment, grand sens. Vous êtes anthropologue, Giulia Fabiano, vous avez sorti ce livre. D'ailleurs, on peut partir du titre, Harkis et émigrés algériens. Pourquoi avoir mis les harkis à part, tout en les restituant dans cette sphère d'immigrés algériens? Effectivement, peut-être qu'on peut partir du titre, alors du titre qui est hérité 1962. Et donc, le départ de la réflexion, moi, j'ai d'abord commencé à maîtrise, à travailler sur les harkis du Bacha Gabolem, donc sur la communauté de Mastibert. J'ai fait un premier travail très monographique, très détaillé là-dessus. Et à l'issue de ce travail, je me suis dit, très bien, on ne comprend rien à rien de cette histoire si on ne la met pas au miroir d'une autre histoire, qui est l'histoire de l'immigration algérienne en France. Pour une raison très simple, parce que les immigrés construisent leur, si on parle des rhétoriques identitaires, des grammaires d'identité, eux, nous, qui c'est eux, qui c'est nous. Le nous des immigrés se construit contre un eux qui sont les Français. Le nous de harkis se construit dans une dialectique à deux pôles, non pas un seul pôle, contre un eux qui sont les Français et un eux qui sont les immigrés. Et donc que le seul moyen qu'on avait, que j'avais en tout cas, et que je pense qu'on a pour comprendre quelle est la réelle histoire des harkis et l'expérience vécue des harkis en France après 1962, était effectivement de la remettre en perspective avec un autre monde, un autre univers qui était celui de l'immigration. Et aussi parce que la question pour moi se posait en ces termes. Avant 1962, on a les autochtones algériens, ou aussi dit les indigènes. Après 1962, on a les Algériens, les immigrés, les harkis, et une espèce d'équation qui se fait, qui voudrait que immigré égale nationaliste, pro-indépendantiste, pro-FLN, harkis égale de part et d'autre de la Méditerranée, traître ou fidèle défenseur de la patrie. Et que donc, il fallait, à mon avis, questionner cette rupture. Zaya parlait de la rupture de la chaîne des frères, c'était à peu près ça. Quand on regarde ce qu'il se passe, au-delà de la rhétorique politique, ce qui se passe dans les familles, c'est qu'il n'y a pas une seule famille qui est arrivée entière en France. Moi, les familles avec lesquelles j'ai travaillé, elles sont laissées, par exemple, leurs sœurs aînées, qui étaient déjà mariées en Algérie, qui sont devenues algériennes. Donc, la fin du conflit, l'indépendance de l'Algérie, la décolonisation, a fait que certains sont devenus algériens, d'autres sont devenus français, musulmans et harkis. Les deux ont eu un même père qui était ancien supplétif. Et qu'il fallait questionner cette rupture des destins familiaux, cette rupture des trajectoires, et d'où l'importance de partir de ce noyau d'origine qui était l'indigène. Indigène version coloniale, arabe version postcoloniale. Qui sont-ils? Alors là aussi, c'était intéressant, c'est-à-dire que les harkis, on l'a dit tout à l'heure, rapatriés d'origine nord-africaine, français musulmans rapatriés,
Ils sont tous sauf que des Français, malheureusement. Enfin, les étiquettes politiques ne leur donnent pas la pleine jouissance de la francité. On essaye à chaque fois de les ramener à une culture autre. Et dans l'imaginaire d'un Français moyen dans les années 90, il y avait eu un sondage à un moment donné, qui sont les harkis, je ne sais pas, c'était vraiment un non-sens. Et c'était tout de suite ramené aux Arabes. Donc comment, effectivement, ça reprend un peu ce que disait Zahia Rahmani tout à l'heure, comment vivre, comment construire une identité quand d'un côté on est assimilé aux Arabes et donc stigmatisé en tant qu'Arabe, victime de racisme, de discrimination, etc. De l'autre, on est sorti de la catégorie des Arabes pour être assimilé à la catégorie des Français musulmans rapatriés. On grandit dans des camps à l'extérieur, aux marges de la société. Que se passe-t-il? Et puis que se passe-t-il entre ces différents groupes quand ils s'habitent tous ensemble? Ça arrive, évidemment. Ceux qui sont notamment dans les cités urbaines, ceux qui ont été reclassés, entre guillemets, dans les cités urbaines, donc dans les banlieues, pour le dire plus couramment, étaient au contact, à l'interaction, à l'échange quotidien avec les enfants de l'immigration. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, à la question que vous posiez à Zahia, à quel moment on découvre d'être harkis? Moi, c'est une question que j'ai posée. Donc moi, j'ai travaillé sur ce village de Mastibert, qui a une vingtaine de kilomètres de Arles, où la spécificité, je vous disais, c'est qu'ils sont tous originaires d'une même tribu d'Algérie, ils se sont approchés, rassemblés auprès de leur chef colonial, le Bachaga Bolem. Le village était habité en 62 par une population espagnole, italienne, d'émigrés européens. Les harkis sont vécus comme une invasion, entre guillemets. Enfin, on retrouve dans les archives ces termes, parce qu'à un moment donné, il y a 1200 personnes qui, tout au long des années 60, débarquent. C'est massif. Il n'y a pas d'immigrés algériens. À partir des années 90, il y a des immigrés marocains qui viennent s'installer, mais toujours pas d'immigrés algériens. Une partie de ces harkis du Bachaga Bolem, de ces familles harkis des Beni Boudouane, c'est l'endroit d'origine, Loire-Senis, les montagnes entre Alger et Oran, Chlef, pour ceux qui voient un peu la géographie algérienne. Quand la banlieue de Arles, qui s'appelle Bariol, est construite dans les années 70, décide d'y aller s'y installer pour justement s'éloigner de l'emprise du Bachaga, de l'emprise communautaire, etc. Et donc, quand j'ai parlé avec les deuxième générations, avec les enfants de harkis, je leur disais, mais à quel moment tu as découvert d'être harki? Ce mot, à quel moment a fait résonance dans ta tête? Et tous me disaient la même chose. Au moment où on est allé vivre à Bariol avec les Arabes, les immigrés. C'est là où quelque chose qu'on a toujours su, parce que dans le paysage, dans les alentours, Mastibert, c'est soit le village des Arabes, soit le village des harkis. Enfin, les deux sont assez utilisés en synonyme. C'est quand ce mot qui était une espèce d'assignation topographique devient une assignation identitaire au moment où on rencontre l'immigration algérienne, qui est présentée comme une altérité sociale tout en n'étant pas une altérité culturelle. Et donc, comment on compose, c'est là que ça devient intéressant, quelque part. Mais alors, comment, Julia Fabiano, mais aussi Zahia Rahmani, comment on continue à parler aujourd'hui de harkis pour les enfants, de ce qu'on a nommé à un certain moment harkis, ou les petits-enfants, alors qu'aujourd'hui, ils doivent avoir tout à fait les mêmes droits. Ils sont français, ils ont acquis la nationalité française, ou ils sont nés français. Pourquoi aujourd'hui on continue à parler d'enfants d'harkis, de petits enfants de harkis? Parce que cette histoire n'a pas été écrite, parce que... Pardon? Non, je demandais à Julia si elle voulait répondre. Elle me dit vas-y. Bon, non, mais c'est-à-dire... Comme nous, voilà, on va se passer la parole. Non, mais, ceci dit, si on prenait le terme tel que... Alors moi, je dirais on l'a entendu... J'aimerais juste corriger une chose. Moi, je suis très, très étonné de la manière dont, avec la persistance, si vous voulez, l'assignation qui a été faite, la capacité à s'inventer, à s'émanciper qu'ont eu les harkis. Sincèrement, parce que une telle prison, une telle cage psychologique, un tel enfermement, je ne sais pas, mais il fallait être fort pour s'en sortir. Et franchement, au quotidien, je croise des gens régulièrement. Je ne peux pas m'imaginer quand le mec finit par me dire, vous savez, j'ai une famille, mais bon, parfois on n'en parle pas du tout. Je suis très, 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 très étonné d'une certaine réussite en fait, à laquelle il est difficile
comment dire, dénoncer une vérité, parce qu'il y a quand même tout un discours et toute une structure associative aussi qui travaille constamment à renvoyer une forme de victimisation et de difficulté d'être. Alors elle existe, la difficulté d'être, elle n'est pas à nier. Mais dans les faits, vous avez un cadeau quand même dans votre escarcelle, quand vous êtes alors petit, fils de harki, vous avez un truc qui s'appelle l'école publique et républicaine. Vous y pouvez rien, mais ce truc-là, ça marche quand même, quoi. Il y a des profs en France, ils sont géniaux, ça change rien. Ils vous demandent pas quelle est la couleur de la chemise rose de votre grand-père. Vous êtes pour eux quelqu'un qui devait apprendre quelque chose. Et ces rituels-là d'apprentissage et tout peuvent faire de vous quelqu'un qui... Et en plus, si vous voulez, avec une qualité qui est très importante, c'est que nous, on a des parents qui n'ont pas été saisis dans le traumatisme culturo-musulman dans lequel ont été prises un certain nombre de familles migrantes. Ce qui fait que nos parents, en fait, de la culture musulmane, ils avaient ce qu'on pourrait appeler un vivier assez... alors, pour certains, on dirait folklorisé, mais je trouve plutôt émancipé, moi, intéressant, et qui nous a un peu structurés. Bon, en plus... comment dire, quand je dis structuré, ça veut dire aussi que nous n'avons pas eu une relation à l'Algérie comme voilà, les vacances où on allait l'été pour retrouver un certain nombre de gens de notre famille. Hein. On a plutôt été faire du camping à Caen, en Picardie, à se faire chier, quand les autres allaient... parce qu'on n'avait pas le choix, quoi. Voilà. Donc j'insiste beaucoup là-dessus, parce que finalement, vous finissez par vous imprégner du paysage, vous devenez montpelliérain, amiénois, lillois, et tout ce que vous voulez. Ce qui est très important à saisir, à dire, à comprendre, c'est que nous sommes des gens qui avons éprouvé la racialisation française. Ouais, ça, c'est très important de le comprendre. Mais pas en tant que harki, hein, c'est en tant que... en tant que figure d'arabe. Et ça, c'est très important dans ce pays. Il y a un vrai problème avec cela. Alors qu'on était censé donner des gages, nous avions le ticket, ça n'a pas marché non plus. Nos petits-neveux sont toujours vus comme des Arabes. Et d'ailleurs, ils ont tendance aussi à se retrouver entre eux maintenant. Donc il y a un vrai problème quand même, mais c'est un problème qui est lié à la race. Et cette race, c'est une construction qui est aussi quelque chose qui remonte à loin. Mais quand même, à l'intérieur de cette histoire coloniale, on a dû fabriquer un bonhomme qui devait être rempli de prurite et qui pose encore problème, quoi. Voilà. Mais quand même, on s'est atomisé dans le système. Voilà. Moi, je constate cela d'une manière... on est devenus des invisibles, en fait. Mais ça fonctionne quand même. Julia, pour continuer ce témoignage de Zahir Rahmani, est-ce que les enfants, les petits-enfants de harki se revendiquent comme tels, ou ce sont les autres qui leur rappellent cette histoire qui devrait les concerner qu'indirectement? Alors effectivement, il faut peut-être revenir un peu en arrière, c'est-à-dire les 62, la décolonisation, le rapatriement, la gestion des harkis en France, les camps, les espaces de relégation, et puis les hameaux de forestage, les cités urbaines, donc toute une réalité sociale aux marges de la nation, non pas pour la totalité des anciens supplétifs rapatriés en France, pour une partie. Si on regarde les chiffres, on estime à 130 000 personnes à peu près les musulmans rapatriés entre 62 et 67, et on estime à 40 000 personnes ceux qui ont fait l'objet d'un reclassement géré par l'armée sur le territoire. Donc des gens qui ont été placés sous la tutelle de l'armée, qui ont perdu quelque part leur liberté individuels pour un certain temps, et qui après ont été reclassés, donc dans ce que je viens de dire, les hameaux de forestage et les cités urbaines. Il y a un moment, 1975, c'est les premières révoltes des enfants des harkis qui réclament la fermeture de camps, parce que ça dure depuis 13 ans, parce qu'ils sont effectivement très peu scolarisés à ce moment-là, ces camps-là, donc c'est des destins très particuliers. Tu peux dire qu'ils font éruption brutale, parce que ça font fait irruption brutale. Des journaux, et les Français découvrent le truc, quoi. Absolument. Ouais. Et cette irruption brutale est faite au nom d'une volonté identitaire universelle, c'est-à-dire on revendique d'être des Français comme les autres. À ce moment-là, le terme harki ne fait pas apparition dans l'espace public français comme un terme auto-attribué, c'est-à-dire comme un terme qu'on s'approprie.
il y a des mesurettes, il y a un certain nombre d'institutions officielles qui prennent en charge les rapatriés musulmans, les anciens harkis, enfin les noms changent d'année sur année. Et puis on en arrive à 91, au blocage d'autoroutes, au mouvement, à une autre irruption dans l'espace public et médiatique français, de manière très violente par moment, et c'est à ce moment-là que le terme harki s'impose comme un terme identitaire. Donc, mais le mouvement existe depuis plus longtemps. Le mouvement existe depuis plus longtemps. En 91, le mouvement prend de l'ampleur. On fait des blocages d'autoroutes. On fait. Il est spécifique aux enfants de harki. En 91, il est spécifique aux enfants de harki. Encore en 91. Oui. On réclame à peu près les mêmes choses qu'on réclamait en 1975, qui n'avaient toujours pas été réglées en 1975. Sauf qu'on ne les réclame plus en tant que Français à part entière, on le réclame en tant que harki et fils de harki. Et c'est à ce moment-là que la carte d'identité qu'on expose est produite quelque part. C'est à ce moment-là qu'on dit, mais puisque vous ne nous considérez pas Français comme vous, comme les autres, et bien alors on se dit harki publiquement. Et donc là, il y a une forme de collectivité, enfin en tout cas de mise à récit communautaire qui naît à ce moment-là et qui après on retrouve aux autres mouvements en 97. Une précision, c'est comme toutes les identités, la question des harkis, enfin l'exemple des harkis est d'autant plus intéressant. Les identités sont poreuses, on y rentre, on y sort, on n'est jamais une et une seule, on n'est jamais français, point barre, on n'est jamais femme et stop, on a des appartenances multiples, on va dire. Chacun de nous a des appartenances multiples, les harkis aussi, évidemment. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette étiquette, qui devient une étiquette identitaire, est usée dans certaines circonstances, celle de la revendication publique et collective, et elle est sous-communiquée, on va dire, ou mise entre parenthèses dans d'autres circonstances. Il faut prendre l'exemple de la marche des beurs, 1993. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. C'est parallèle au mouvement des enfants de harkis ou... Ce sont deux réalités différentes. Bah, disons, moi je l'ai faite, hein, par exemple. Mais on l'a tous fait. La marche des beurs a été initiée par un enfant de harki, Bah oui. qui revendiquait autre chose. À ce moment-là. Donc, on voit en parallèle des revendications qui ne ciblent pas, enfin, qui ne visent pas les mêmes cibles, et où, effectivement, d'un côté, on met en avant le terme harki, de l'autre, on se retrouve dans cette expérience sociale qui est celle de l'immigration et de l'arabité. Florence, peut-être? Oui, non, Oui. Éric Samarès. Non, il y a juste... En écoutant ce qui était dit, je me suis rappelé d'un article de Gérard Noriel qui écrivait les enfants d'immigrés, ça n'existe pas. Enfin, ils sont d'abord enfants de leurs parents. Je me demandais si... mais si le problème, ce type d'expression, c'est ce qui finit par assigner un statut pendant des années, et qui provoque, au bout d'un moment, ce genre de retournement du stigmate. À force qu'on vous dise, tu es harki, tu n'es pas français, tu es arabe, tu es ceci, tu es cela, ben, un jour, ça devient un emblème, une revendication identitaire. Ce qui est un processus, sociologiquement, je pense que c'est un processus classique, mais... peut-être que dans le vocabulaire, il faudrait réfléchir à la manière même de les nommer. Zahia Rahmani, vous avez revendiqué ça? Être fille de harki ou au contraire, vous vouliez vous débarrasser de ce mot, ou on est dans une troisième possibilité, tant que l'histoire de mes parents n'est pas reconnue? Non, moi, j'ai pas du tout de problème avec ça. Je me suis jamais... ça, c'est le problème des autres. C'est vraiment pas... Quand j'ai fait mon émission... Enfin, je me souviens en 2003, quand j'ai publié Mose, j'étais en Algérie avec Patrick Poivre d'Arvor et on a fait à 20h30 en direct en Algérie. C'était un truc qui a marqué les esprits. C'était Vol de nuit, une émission en direct. Et d'un seul coup, je me retrouve à parler à la télévision algérienne d'avoir côtoyé cet homme, mon père. Bon, la même année, c'était l'année de l'Algérie en France, je crois. Oui. Voilà. Et puis, régulièrement, j'entends une voix derrière qui dit quel courage elle a, tu te rends compte, son père, il est harki, elle va en Algérie. Je répète, quel courage elle a, son père il est harki, elle est en Algérie. Voilà, mais ça c'est leur problème en fait, c'est pas du tout le mien. C'est pas, je n'ai jamais, je ne vois même pas, enfin je comprends même pas qu'on puisse poser une question comme ça. Sincèrement, j'ai revendiqué. J'entends la question du militantisme, mais honnêtement, vous savez, c'est compliqué à dire. Mais voilà, je vais dire une chose qui peut faire du mal. Hein. Moi, mes parents, ils m'ont transmis de belles valeurs.
et dans un pays où j'ai pu les réceptionner. Je ne peux pas non plus tout jeter, quoi. Je veux dire, je ne peux pas, voilà. Moi aussi, j'avais laissé un frère en Algérie, il est mort en France. J'ai perdu 3 frères, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père. Mais mes parents m'ont transmis des belles valeurs dans un pays où j'ai pu les vivre et les appliquer. Donc, moi, je ne veux pas regarder les choses. Vous voyez, 5 millions de Syriens qui aujourd'hui sont dans une cavalcade horrible. Je ne veux pas me dire si j'avais été à sa place. J'en suis pas là. J'en suis plus là du tout. Plus j'apprends sur l'Algérie, plus je trouve que c'était sordide. Je le dis, sordide. Je pense que c'était pas joyeux après. Mais voilà, moi, mon truc, c'était trouver les outils qui me permettent de m'émanciper de ce truc. Voilà. Mais je n'en veux pas. Fondamentalement, maintenant, je n'ai pas... Voilà, vous savez, quand votre père, il se tue, quelle signature, quoi. Je veux dire, l'homme, il fait quelque chose, il vous lègue quelque chose qui vous donne... viens pas m'emmerder, quoi. Viens pas m'emmerder. Viens pas m'emmerder. C'est tout. Votre père, il vous lègue quelque chose qui fait que vous avez... Vous avez compris que c'est un geste incroyable, quelqu'un qui met fin à sa vie après avoir salué le monument aux morts d'un pays qui, en fait, n'assume pas quelque chose qui s'appelle ce que nous sommes devenus, une race. C'est ça le problème, fondamentalement. Vous le pensez, vous ? Oui, de plus en plus, je pense ça, parce que j'ai essayé de travailler beaucoup sur cette histoire depuis un long moment, et je pense que c'est instaurer alors après c'est très compliqué maintenant parce que il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte dans l'état de notre société aujourd'hui. Beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et qui sont très très complexes parce qu'il faut rajouter d'autres minorités dans la bataille. Donc, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais il y a quelque chose, soit ça remonte aux guerres du Moyen-Âge et aux croisades, mais c'était très intéressant de vous dire une chose. Le monde entier est saisi et connu au XVIIIe siècle. Le pays d'en face, la zone d'en face, qu'on va aller conquérir en 1830, on n'y connaît rien. Il faut vous dire ça quand même. On a cartographié toute l'Amazonie. D'accord ? Humboldt, quand il est là en 24, tout est saisi. Et il y a un truc là, en face de Marseille, qu'on ne connaît pas du tout. La carte qu'on a de ce pays est la même depuis 4 siècles. Donc, il y a quelque chose qui s'est structuré là, dans l'absence d'une possibilité de... Et puis la négation aussi de ce pays après coup, quand même. Aujourd'hui, les archives nous disent beaucoup de choses sur la fortune, la richesse, les échanges. Mais il y a quelque chose là, si vous voulez, il y a déjà un ver dans le fruit, quoi, dans cette tension entre cette zone si proche. Mais oui, je pense que malheureusement, il va falloir qu'on fasse un gros travail pour corriger cette petite chose où, en fait, de l'arabe, on est passé à cette figure de musulman. Aujourd'hui, c'est difficile, par exemple, une chose à dire, et puis après, je conclurai là-dessus. Personne dans ce pays n'est autorisé dans les médias à parler en tant qu'individu issu de familles musulmanes, non musulmans pratiquants. 20 ou 25% des profs qui enseignent en France sont issus de l'immigration par leurs parents dans les collèges. Jamais vous entendez ces gens pouvoir énoncer un contre-champ à ce que Phil Concord dit des territoires perdus de la République. Alors on sait très bien que les territoires perdus de la République, c'est nous, les responsables. C'est ma gueule. Voilà. Eh bien, je trouve que c'est dommage que dans ce pays, par exemple, ce que nous sommes, c'est-à-dire, par exemple, je dirais, moi, je sais pas, nous sommes devenus autre chose que ce que nous sommes, en fait. Nous ne sommes pas ce qu'on dit que nous sommes. Voilà. Merci Zahia pour ce témoignage poignant, mais je me rends compte que vous n'aviez pas que ma question était ambiguë. Oui. Quand je vous ai dit, est-ce qu'à un moment vous vouliez vous revendiquer en tant que harkis, votre réponse a renvoyé à l'histoire de la guerre d'Algérie, au rôle des harkis dans la guerre d'Algérie, alors que moi, c'était beaucoup plus la question de votre rapport à la France, à la République française. Est-ce que c'était mieux de revendiquer qu'on était enfant de harki parce que ça rajoutait quelque chose, ou une blessure, ou une histoire, plutôt que de revendiquer une égalité en tant
française, citoyenne, même si vos parents viennent d'Algérie? Il y a une théoricienne des théories subalternes indiennes qui dit essentialisme stratégique. Là, vous êtes en train de me dire, est-ce que vous avez pu utiliser de manière stratégique cette chose-là? Bon, moi, je vais juste répondre qu'actuellement, par exemple, c'est très intéressant de voir qu'il y a des groupes constitués. En fait, le mot harki, il peut se retourner. Hein. Il peut devenir... c'est un peu comme les Black Panthers à un moment donné. Vous voyez, vous pouvez le retourner et dire, OK, traître à la nation, on va jouer le jeu à fond, sur un mode très politique. Bon. Ce n'est pas négatif, nécessairement. C'est la situation politique qui détermine si c'est négatif. Bon. Donc là, à un instant T, peut-être pas, mais demain, je peux le revendiquer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un mot, parce que d'une certaine manière, aujourd'hui, il y a des gens, je parlais avec une personne qui était dans la salle, mais il y a énormément de jeunes gens ou de gens qui n'ont pas envie de cet héritage des parents, parce que c'est même pas leurs parents, c'est des structures qui construisent ce truc, des papas qui étaient du côté de la France ou quoi. Il y a des jeunes gens qui ont envie de réfléchir à des mémoires collectives, qui travaillent à cette question-là. Et les camps, par exemple, les camps sont des objets extraordinaires de ce point de vue-là. Surtout les camps dans lesquels sont passés les harkis, parce que ce sont des camps qui ont aussi une très longue histoire de la relégation. Dans ces camps, y ont été mis des prisonniers politiques. Et une chose que je voulais dire, Julia, juste comme ça pour le dire, c'est extraordinaire de penser que 75, c'est la grande manifestation à Marseille et en France où on découvre que depuis 1963, il y a un camp qui s'appelle Arinque, qui est en zone de non-droit à Marseille, où les mecs qui sortaient de prison parce qu'ils étaient arabes et qu'ils avaient fait leur peine, sans qu'ils passent par n'importe quelle procédure juridique, finissaient à Arinque pour repartir dans un bateau. Et il a fallu qu'un avocat dise « mon client a disparu » parce que beaucoup de familles avaient vu leurs enfants disparaître pour qu'il y ait une grande manifestation en France qui pose la question du statut des immigrés. C'est la première grande manifestation de soutien aux immigrés 75. Donc c'est intéressant, dans le cadre du travail que tu as effectué, de se rendre compte que 75, c'est peut-être, je ne sais pas, mais une date. Il faut regarder ce qui s'est passé à ce moment pour qu'il y ait une telle conscience du phénomène racial. Oui, Julia Fabiano. Oui, deux choses. Parce que vous dites, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes revendiqué harki? Alors la question que, en vous écoutant, je me suis posée, c'est, OK, mais dans quel contexte, dans quelles circonstances? Nous, les harkis, qui sommes maltraités par la France. Est-ce que parce qu'il y a une forme de revendication. Deux choses. Premièrement, je pense que Esaïa l'a dit au tout début, elle a vécu dans un village de l'Oise où, en gros, vous étiez laissé le basané. Yes. Voilà. Ça, c'est important à prendre en compte. C'est-à-dire que beaucoup l'ont fait, je vous le dis. Se terrer dans un village où vous étiez les seuls basanés. Non, mais c'est vrai que la revendication collective harki naît dans des contextes d'habitat collectif, naît dans les camps, naît dans des endroits où vous êtes immédiatement identifié comme harki, où vous ne pouvez pas sortir sans donner vos documents au chef de camp, ou quand entre 62 et 69 vous accouchez, et ben les sages-femmes vous disent il faut franciser le prénom. C'est ça en fait qui c'est cette on va dire c'est cette partie-là de la population rapatriée musulmane d'Algérie. Donc pour des problèmes matériels, ce n'est pas pour réhabiliter la mémoire de sa famille. Pour les deux. Pour les deux, mais ça va nécessairement ensemble. Quand vous habitez dans un endroit où vous êtes la seule famille arabe, ou quand vous habitez dans des endroits où vous êtes mélangé d'entrée avec d'autres populations, la question harki ne se pose même pas. Vous ne partagez pas, on va dire, les éléments centraux de la mémoire collective harki, qui sont quand même, il faut le répéter, la relégation avant tout. Et c'est vraiment une forme d'enfermement. Il y avait eu dans les années, fin des années 80... Sinon, ça n'aurait pas existé, en fait. Sinon, ça n'aurait pas existé. Il y avait eu contre la relégation qui a créé ça. Fin des années 80, tout à fait, un très beau rapport qui avait été commandité par la CAF de Lyon, qui avait été fait par Abissam Rafinas, par deux chercheurs, qui vraiment montre comment la vie grégaire, comment la vie de cette partie de la population harki est une vie sous surveillance. Elle fait clairement un parallèle avec Surveiller, punir de Foucault, et montre comment finalement on construit une population de toutes pièces. Donc
C'est cette population-là qui revendique dans l'espace public, effectivement, une identité harkie. Moi, je le dis à plusieurs reprises, on n'en sait strictement rien, mis à part la parole de Zaya, qui est très forte, mais on ne sait vraiment rien du devenir des familles d'anciens supplétifs qui ont été ventilées dans l'espace public français, qui n'ont pas vécu en collectivité et dont on a très rapidement perdu trace. Je t'ai dit invisible. Voilà. Invisible. Comment les scientifiques voient, analysent l'apparition de l'image harkie dans le paysage sociopolitique français? Comment vous l'avez vu gérer, vu naître peut-être? Moi, je pense que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est deux représentations, une côté algérien, une côté français, et cette espèce de position dans un entre-deux, c'est ce qui a fait, ce qui a impulsé ce processus de construction identitaire. En même temps, je ne pense pas que ça se fasse de manière homogène. Quand on regarde les différentes trajectoires aujourd'hui sur les enfants de harkis tels qu'elles ont été repérées par un certain nombre d'auteurs, tous n'ont pas la même manière de se construire, de se reconstruire, en ayant vécu une histoire assez proche. Donc après, je dirais les processus sont pas homogènes. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure avant de faire cette conférence. C'est pas sûr qu'il y ait une communauté harkie. Il y a des gens qui ont vécu une histoire tragique, c'est vrai, mais je dirais ils n'ont pas tous la même manière d'essayer d'être résilients par rapport à ce qui a été vécu. Et je crois que c'est très important parce que c'est vrai, comme beaucoup d'autres groupes, on fait un peu de l'extérieur comme si le groupe était homogène, comme si tout le monde réagissait de la même façon. Je dirais, il y a des contextes différents, il y a des manières différentes de se reconstruire, il y a des rapports à l'histoire, à la mémoire qui sont différents. On sait que par exemple, parmi les enfants de harkis, il y a ceux qui évidemment sont dans une logique victimaire, mais il n'y a pas que ça. Il y a ceux qui sont dans la valorisation de l'image du père, il y a ceux qui sont dans l'engagement politique à gauche aux côtés des immigrés, il y a ceux qui... Bon, il y a tout un tas de manières d'essayer de reconstruire sa place dans la société française, d'avoir un rapport à l'histoire qui dépend des contextes. Les identités, ça se construit dans le conflit et dans des contextes. Ça ne se construit pas au hasard, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Et effectivement, c'est quelque chose d'assez... plastique. Pour ça que, vous savez qu'en France, c'est notre spécialité. Il y a un débat sur l'identité nationale qui ressort tous les 20 ans. C'est un débat piégé. Pourquoi? Parce que s'il y en avait une figée une bonne fois pour toutes, on serait tranquille. Sauf que non. Et c'est pareil pour n'importe quel groupe d'individus qui ne peuvent pas être considérés comme ayant une identité figée, éternelle. À l'intérieur, il y a différentes manières de se réapproprier l'histoire et la mémoire. Et puis, évidemment, tout ça est susceptible d'évoluer en fonction des rapports avec la société dans laquelle ils négocient leur place, je dirais. Comment vous expliquez, Zahia Rahmani, le succès de votre témoignage, de votre livre, le succès plus récent du roman d'Alice Zénitaire? Les gens vont chercher dans la littérature ce qu'ils ne trouvent pas dans les manuels d'histoire, dans les discours officiels, ou ce qu'ils trouvent dans les discours officiels ne les convainc pas. Comment vous expliquez ça? Ça va dans le sens de ce qui a été dit, c'est-à-dire que finalement, les littératures, ce sont des expériences, ça complexifie en fait. C'est des vies, c'est des parcours individuels. La littérature, c'est aussi des espaces. C'est l'espace, pardon, je vais le dire comme ça, c'est pas l'espace de l'histoire, la littérature. C'est un autre travail. C'est un espace, c'est l'espace du sensible. C'est l'espace du sensible. Et c'est bien aussi que cette question-là soit amenée au niveau du sensible, c'est important. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a du succès, c'est-à-dire que ça s'adresse à un public de plus en plus large. Cette histoire-là, cette page de l'histoire de la guerre d'Algérie. Oui, mais je pense que... en France, d'abord, on a la chance d'être dans un pays où il y a des lecteurs, un pays où il y a des libraires et un pays où il y a un système qui s'appelle... voilà. Il y a un pays qui fait... voilà. Et je pense que tout ce qui a trait à la question des ensevelis est un objet qui saisit les lecteurs. Voilà. Cette question, c'est une question qui concerne les ensevelis. Voilà, il faut le dire avec des mots quand même complexes. Et il me semble que ces ensevelis, ils sont un peu très secoués par la précarité psychologique que d'une certaine manière, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que moi je ne pensais pas dans les années 70 que quelque chose allait me dégager. Enfin, il y a une politique qui s'est instaurée au niveau de l'État en France qui a fabriqué en moi une précarité psychologique. Il y a quelque chose qui a instruit un procès en déloyauté que je n'aurais jamais dû avoir.
il y a une confusion entre ce que nous sommes et la question, bien sûr qu'en plus les mouvements islamistes s'exerçant dans les pays arabes, le terrorisme que nous vivons en France, fait que nous sommes convoqués. Et en même temps, on nous convoque mal. Bon, moi, je le dis, on a tous le droit d'être musulmans, c'est pas le problème, mais j'ai aussi le droit de ne pas être un musulman modéré. C'est-à-dire, j'ai le droit d'être athée. Voilà. Donc, c'est aussi ça, quand je dis on nous convoque mal. Et donc, j'aimerais juste dire que cette précarité psychologique, actuellement, elle est profondément néfaste à la cohésion de notre société, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau avec lequel on doit faire face, qui est en fait la construction d'un ennemi intérieur, et qui est difficile à combattre, parce que les forces en présence, elles sont inégales, en ce sens où moi, on me donne, l'arme que j'aimerais avoir pour qu'elle puisse avoir un écho, on ne me la donne pas. C'est-à-dire que on est dans un moment, et je pense que les Harkis, de ce point de vue-là, ils sont intéressants comme groupe, et justement ce travail que vous faites vous dites atomiser dans l'espace et tout, mais c'est un groupe aussi il faut se le dire comme ça, qui est un groupe qui a une expérience, qui a été traversée par une expérience très intéressante d'intégration. C'est-à-dire que moi je sais très très bien faire la différence entre ce qu'on dit là rapidement, puis ce qui se passe. Enfin, les gens au quotidien, ils vivent en France. C'est pas nécessairement des victimes comme on dit, parce que ça aussi, ça facilite la tâche. Moi, à chaque fois que je fais une émission radio, on me met à Vavaïnouva, dire, vous voyez, comme si j'en peux plus, quoi. Je veux dire, bon, j'ai grandi avec Patti Smith. Bon, bah c'est ça. Voilà. Moi, j'ai connu Patti Smith à l'âge de 12 ans. Mais on me met à Vavaïnouva, donc c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc il faut faire avec ça, quoi, avec l'idée de ce que nous sommes. Oh, c'est pas mal à Vavaïnouva. Ouais, je le connais par cœur. Hein, je veux dire, bonjour Idir, je t'adore, on est amis en plus, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc on a un gros travail à faire en commun sur cette question voilà. Pour conclure là-dessus, pour moi, il y a des pans absents qui sont les meilleurs, en fait. Voilà. Et ce qu'on doit traquer, en fait, c'est le contre-champ. C'est le contre-champ tout le temps. C'est-à-dire ce qui est absent, en fait. Ce qui d'une certaine manière, fait la force, quoi. L'invisible. Moi, par exemple, j'aime la botanique, je fais mon jardin, je suis passionné de plantes vertes. Vous voyez, je fais ça, moi. Voilà. Je restaure une ferme depuis 10 ans. Donc, on est tous comme ça à faire des choses incroyables. Et c'est ça qui fait ce pays, quoi. Et donc, ce qu'il faut arriver à capter, à saisir, c'est pourquoi, en fait, cette forme d'invisibilité-là, elle fabrique de la résilience, de la résistance. Et en même temps, ne pas oublier qu'elle est là. Il faut pas... Voilà. Il faut savoir qu'il y a une oreille qu'il faut maintenir ouverte du côté de ce qui n'est pas là, mais qui est aussi qui lutte contre la précarité psychologique. La difficulté, je trouve, ce qui est dur pour moi à vivre, je n'ai pas d'enfants, mais j'ai des neveux et nièces que j'aime profondément, je n'aime pas le mal qu'on leur fait. Je déteste ça. Quant à longueur de journée, vous voyez le débat qu'on a là, ben en fait, il fait mal aux enfants. On est très courtois, nous, mais quand il a lieu dans la cour d'école, il fait mal aux enfants. C'est-à-dire ? Bon, on en a parlé tout à l'heure, le terme de harki qui revient comme une insulte. Alors, ça revient. Vous le sentez dans la société que Non, je l'entends. C'est pas moi je l'ai pas connu. Je l'entends chez les gamins. Mais c'est intéressant parce que c'est toute une histoire. Il est déconnecté de son contexte historique, oui. Je suppose. Ouais. Mais pareil pour la question des musulmans. Hein. C'est-à-dire que nous, la violence à laquelle on est confronté et à laquelle nos ennemis, parce que je les oublie pas quand même, nous poussent. Hein. Ils aimeraient bien qu'on se batte tous entre nous là. Cette violence-là, en fait, le problème, c'est qu'elle est très présente dans les cours d'école. Donc j'ai toujours très très peur. Je me dis toujours, mais comment ils font les enfants avec cette cacophonie, cet écho vulgaire, et comment ils s'en sortent quand ils ont 6-7 ans et qu'ils rentrent chez eux et qu'ils entendent cette cacophonie, puis vous vous rendez compte actuellement comment les adultes, à coup de je sais pas, d'émissions de télé où les gens s'insultent, se donnent des noms d'oiseaux incroyables. Et tout ça, ça se retrouve dans les cours d'école et c'est très violent pour nos enfants. Et je pense qu'on n'est pas assez attentif à cela. Je le dis sincèrement,
voilà, parce que quand vous parlez de ce sujet, par exemple, harki, c'est vrai que imaginez qu'aujourd'hui, une troisième génération puisse se faire piéger par ce mot. Oui, ça me touche, ça me blesse pour eux. Ouais. Mais comme d'autres mots, voilà, comme d'autres mots. Je trouve que ce qui est très dur, c'est à quel point nous ne nous rendons pas compte du mal qu'on fait à ces enfants sur la question, par exemple, de l'islam. C'est très, très dur. Pour revenir au harki, votre vœu, votre rêve, Zahia Rahmani, c'est que ce mot disparaisse? Ah non, j'ai pas du tout de vœu ni de rêve. Alors expliquez-moi, parce que là, non, franchement... J'aimerais qu'on soit plus attentif à la violence que l'on transpose et qui est en fait aussi un héritage. Hein. Par exemple, c'est très difficile. C'est toi qui le disais mieux que moi, Julia. Imaginons un enfant qui dit à un autre enfant « je suis pas un harki, moi ». Ça veut juste dire que de cet endroit d'où il parle, qui serait la France, ce pays-là n'est pas son territoire, où il s'en défie. C'est vachement dur de s'en défier. Vous voyez, moi, j'ai pas eu à grandir avec ça parce que c'était pas un processus qui était présent dans les années 70. Il n'y avait pas d'espace pour moi, mais il n'y avait pas cette idée que s'en défier faisait partie de ma construction identitaire. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui existe en France. Pour terminer, si tu pourrais en dire un mot là-dessus. oui, pour terminer, peut-être qu'effectivement, ce serait bien que Giulia Fabiano continue et de voir surtout comment ça a évolué sur l'usage de ce terme qui alors il y a deux contextes d'usage, je trouve, en dehors du contexte d'usage neutre ou politique, il y a deux contextes d'usage effectivement dans les cours d'école, par exemple, comme tu disais, Zahia, il y a un contexte d'usage qui est celui du retournement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les enfants de l'immigration qui ont été élevés effectivement dans un discours de célébration des origines surplombant, pour lequel la distance, ce que je disais tout à l'heure, est à prendre avec le monde culturel français, non pas avec c'est pas une question ni politique, ni encore moins administrative, mais c'est vraiment une question culturelle. C'est se démarquer de l'autre pour pouvoir vivre de manière apaisée. Culturelle et pas mémorielle. Hein. Voilà, ses propres racines, ses propres origines. Dans ce milieu-là, le terme harki est venu à signifier l'expérience ultime du retournement. C'est-à-dire, c'est lui qui, dans les mots, dans la bouche d'un jeune adolescent immigré, mais peut-être aussi d'un jeune adolescent français, tout court, sans incidence migratoire, dire à quelqu'un « t'es un harki », c'est lui signifier d'être un traître-sien. Donc c'est complètement déconnecté de la réalité historique de la guerre, c'est complètement déconnecté des expériences qu'ont vécues les anciens harkis, mais c'est une insulte qu'on adresse pour signifier la trahison ultime, le fait de... Par exemple, moi je me rappelle une fille de harki à Bariol qui me disait les filles entre elles, quand elles s'insultent, elles se disent celle-là est une pute, celle-là elle fait comme les Françaises, etc. Et là, l'ultime stade de l'insulte, ce serait celle-là est une harki. Qui veut dire tout ça finalement, qui veut dire celle-là se porte comme une Française. C'est le signifiant qui est mis derrière ce terme-là. Et évidemment, c'est très blessant, parce qu'évidemment, ça nie aux harkis, du coup, la jouissance de leur identité culturelle. Ça ne fait pas des traîtres politiques, on n'est même plus dans l'ordre du politique, on est dans l'ordre du culturel. C'est leur nier leur appartenance musulmane, c'est leur nier leur transmission familiale, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un contexte d'usage qui est très fort. Il y a un deuxième contexte d'usage, quand même, que moi j'ai pu observer dans des situations d'échange amical. Entre fils d'immigrés, français, ou comme on peut se dire, sale arabe, sale français. Il y a aussi sale harki.
Et alors là, en anthropologie, il y a, pour aller très vite, un anthropologue africaniste dans les années 70 a parlé de joking relationship. C'est ce qu'on appelle, on traduit en français, la parenté à plaisanterie. On utilise l'insulte pour désactiver tout le contexte qu'il y a derrière cette insulte. Donc, soit on se tait, on ne parle plus de ce qui pose problème, soit on le met, en réalité, on renverse, on le pose sur le vif de la table et en fait, on annule le problème ainsi. Et donc, quand un sale immigré, enfin, quand un harki dit sale immigré et l'autre lui répond mais t'es qu'un sale harki, finalement, les deux se reconnaissent dans une parité, dans une même communauté, on ne renvoie, il n'y a plus de tension. Donc c'est le deuxième contexte d'usage qui peut être frappant de l'extérieur, parce que moi au tout début je me disais je ne comprends pas très bien, là ils sont potes, ils sont entre eux, ils ne se fâchent pas. Et on en est où? Pourquoi Il est majoritaire? Il est majoritaire dans des contextes d'échange et d'interaction sociale, oui, il est majoritaire. Dans des contextes d'anonymat social, c'est le premier usage qui est majoritaire, l'usage offensant. Mais comme quoi, un même mot peut catalyser l'offense et l'effacement de l'offense. C'est là qui est intéressant quand même. Donc ça doit passer par là. On peut ouvrir le débat au public si vous avez des questions, des témoignages. Oui. Monsieur, madame, peut-être? Oui, madame. On va vous ramener un micro. Attendez, comme on ne vous entend pas, vous allez juste avoir un micro. Je suis contente que vous me regardiez parce que je ne comprends pas pourquoi cette jeune femme blonde n'a pas eu la parole. Ah non, mais alors, pardonnez-moi. À un moment donné, vous deviez parler et puis vous avez été coupée. Ah, non, j'attendais que vous parliez. Voilà. Non, bah écoutez, je pense que c'est un malentendu. Il n'y a pas de souci particulier. En fait, c'est organisé comme cela. Et je pense que les personnes qui sont à ma gauche étaient bien mieux à même de parler de ce sujet que je maîtrise mal. Et en tant que conservatrice, peut-être, du coup, je vais dire quelque chose. Une question qui m'était venue en écoutant Zaya, puisque nous sommes dans une instance muséale où nous continuons à tenter de donner un sens à tout ça et à essayer précisément d'arriver à se parler sans forcément s'insulter. Il y a une question qui demeure, je pense. Quand vous avez vu la vitrine tout à l'heure, nous sommes partis en fait des seuls objets que conserve actuellement le MUSEM au sujet de cette histoire. Et donc, il s'agit de ces fameuses lettres de Télérama, cette campagne d'enquête qu'avait lancée Télérama et qui donc nous a permis petit à petit de développer le sujet. Et du coup, je posais la question à Zaya et Julia de savoir si potentiellement il pouvait y avoir une patrimonialisation de cette histoire, c'est-à-dire en d'autres termes, quels pouvaient être les autres objets qu'on pouvait recueillir au sujet de cette histoire et qui permettent d'une certaine façon, à mon avis, de continuer le débat autrement. Zahia Rahmani, est-ce que c'est une bonne idée? Tiens. Oui, moi j'ai dit à Florence que je trouve que du côté de la photographie, il y a des éléments passionnants parce qu'en fait, ce qui nous reliait au pays de nos parents et nos cousins qui restaient au pays nous envoyaient régulièrement des photos. Mais même moi, j'ai reçu des photos, vieilles photos de la famille qu'on nous a envoyées plus tard. Ce qui est beau, c'est lire les commentaires. Enfin voilà, bon, je ne vais pas plutôt laisser la parole au public. Voilà. Mais bien sûr, les photos vont jouer un rôle énorme dans cette patrimonialisation. Voilà. Et on va dire les poteries que nos mamans ramenaient tout le temps du pays. Un témoignage, une question pour... Moi, j'aurais bien une question. Oui, monsieur. D'abord, je remercie les organisateurs. Je suis par là. Ouais, très bien. Je ne suis pas dans la foule. Un peu en retrait, monsieur. Donc, je remercie les organisateurs. J'aurais une petite remarque à faire. C'est que les harkis ne sont pas des immigrés. Donc, le titre, pour moi, il n'a pas de sens. C'est pas immigré, c'est émigration. Ce n'est pas une immigration, c'est un rapatriement de gens qui sont restés français, vous l'avez dit vous-même, puisque votre père, quand il est arrivé, on lui a attribué d'office la nationalité française, on lui a reconnu... Mon père n'a pas eu la nationalité française d'office. On lui a reconnu qu'il était français. Non, il a dû passer par un tribunal et réunir tous les documents. Oui, mais tout le monde pouvait... C'est-à-dire que tous les harkis, tous les rapatriés musulmans, français musulmans, passaient devant un juge et le juge reconnaissait cette nationalité française. Donc ce n'étaient pas des étrangers. Donc ce n'est pas une immigration puisqu'ils reviennent
en métropole comme les Pieds Noirs. Donc le titre, pour moi, il prête à confusion. Alors, je vais juste donner, avant de laisser poser la question. J'arrive à la question parce que j'arrive à la question, tout en précisant que s'il y a des associations aujourd'hui d'enfants de harkis, de petits-enfants de harkis, parce que la réparation n'a pas encore eu lieu. Et l'histoire, le devoir de mémoire ne se fait pas. Aujourd'hui encore, le nouveau gouvernement qui est en place sous M. Macron vient de mettre en place une commission de travail pour justement trouver une loi de réparation qui sera votée par le Parlement. Elle travaille en ce moment, cette commission. Elle est gérée par un préfet nommé par la secrétaire d'État aux anciens combattants. Donc on est encore dans les revendications parce que ce n'est pas terminé. Et ce travail se fera un jour ou l'autre en Algérie. Vous, M. Hakem, vous avez fait ce travail. Vous étiez vous-même ancien journaliste à la chaîne 3, qui était une radio-propagande à l'époque du FLN. Aujourd'hui, vous êtes dans un débat avec les harkis. C'est formidable. Et je pense que ça se fera, ce travail en Algérie. Mais vous, moi, aujourd'hui, ma réparation, question... pardon, juste pour comprendre, réparation, vous parlez bien sûr de la France. Alors, réparation, si je peux dire deux mots, il faut savoir que ces combattants français à l'époque, ils étaient dans l'armée française, ils n'étaient pas dans l'armée chinoise, ont été abandonnés, ont été désarmés, renvoyés dans leur village. Et c'est quand il va y avoir des massacres... Les gens qui sont présents ici savent de quoi on parle, mais la question que vous souhaitez poser, c'est laquelle? Parce que les gens qui sont présents ici sont des témoins de cette histoire, monsieur. Pas tous. Par contre, je répondais au modérateur pour dire que cette réparation n'a pas encore eu lieu. Et que non seulement les rescapés qui sont arrivés ici, parce que dans un premier temps, les fameux accords d'Évian, les Algériens avaient vocation de rester en Algérie. Et donc, c'est quand il y aura les massacres que l'État français va se trouver obligé de ramener les rescapés. Et comme ils n'étaient pas prévus à venir en France, contrairement aux Pieds Noirs européens, on les a mis dans des camps. Et la souffrance, elle y est encore aujourd'hui. Donc, du traitement des harkis par la France. Si vous allez à Fuveau, qui est à 20 km d'ici ou 25 km, il y a encore un camp harki depuis 1963, où les gens vivent encore dans la misère. Donc c'est pour ça qu'il y a cette demande de réparation. Merci, monsieur. Donc, ceci dit, je n'ai pas posé la question, hein, j'arrive à la question. Ah bon, je m'excuse d'être un peu long. Je pensais que c'était ça la question. Long. C'est effectivement, moi je m'adresse à toute la table, comment on peut aujourd'hui essayer de réparer aussi tous ces préjugés que véhicule le mot harki. Voilà. Je pense que c'est un travail qui doit se faire aussi bien en France qu'en Algérie. Est-ce que vous avez cette idée, qui est des chercheurs, qui travaillent sur la question, comment trouver une solution pour expliquer que le harki n'est pas un traître? Voilà. Bon, je pense que ce genre de débat fait partie justement de cette envie d'aller vers cette direction. Mais tout d'abord, je voudrais avoir la réaction de l'anthropologue Giulia Fabiano, parce que effectivement, le titre de votre ouvrage passionnant, Héritier 1962, mêle dans une même phrase harkis et immigrés algériens. Et je voudrais aussi avoir l'avis de Zahia Rahmani, parce que monsieur dit on continuera à être fils, petit-fils de harkis tant qu'il n'y a pas eu réparation. Allez, Giulia. Alors, effectivement, monsieur, vous rappelez très bien ce qu'on a dit, ce qu'on a voulu souligner. C'est-à-dire il y a une blessure historique, il y a une blessure mémorielle, c'est une blessure qui est liée à la relégation. Et comment réparer? Alors, d'une part, il y a les questions matérielles sur lesquelles se sont penchées les différentes commissions et s'y penchent encore. Et puis, il y a les questions symboliques, ce que vous venez de dire. Comment faire en sorte que le terme harki ne soit plus associé à traître, mais soit associé au réel vécu par les anciens, en sachant que on se retrouve quand même dans une situation très inconfortable, qui est que les vieux meurent. Donc ceux qui ont vécu cette histoire sont de moins en moins là, et ceux qui sont là parlent très peu. Donc ceux qui ont porté la parole des harkis sont en réalité les enfants de harkis, et dont les discours se sont modifiés au fil des années. Et peut-être qu'une des manières
désidéologiser la sémantique autour de ce terme, c'est de revenir au parcours et au vécu des anciens. Pourquoi les gens s'enrôlaient-ils en Algérie? Alors vous dites qu'ils étaient des Français engagés dans l'armée. Non, vous le savez très bien, la plupart des anciens supplétifs étaient des civils, donc ce n'étaient pas des militaires, qui étaient encadrés et enrôlés avec des contrats très inconfortables, d'une semaine, voire d'un mois, renouvelables, qui étaient assez souvent désarmés. Il faut peut-être effectivement, pour pouvoir sortir de la traîtrise, je pense qu'il faut aussi sortir de l'idée du fidèle patriote. Parce que l'un, c'est l'inverse de l'autre. Mouanda Moumou, qui est un fils de Harki, qui a écrit une des premières thèses sur le sujet, et ils sont devenus Harki, il dit, en 93, je crois, si je ne me trompe pas, comment peut-on défendre le droit à la réparation et à la reconnaissance mémorielle tout en mettant en avant le fait que la plupart de ces enrôlements ont été des enrôlements liés à des circonstances très locales, claniques, contextuelles. Et que donc, effectivement, et c'est ce qui se fait de plus en plus, de dire... On a subi un préjudice énorme. Ceux qui sont restés en Algérie, certains ont été massacrés, d'autres ont été enfermés, d'autres ont repris leur vie aussi, il faut le dire, de manière totalement anonyme. Ceux qui sont venus en France, au moins un tiers de ceux qui sont venus en France ont connu la relégation, l'exclusion, tout ce que vous avez dit, effectivement, le camp de Fuveau, mais il y en a aussi d'autres en France, doivent revendiquer, réclamer une reconnaissance, mais qui ne passe pas nécessairement par ce récit légendaire de l'engagement. Je pense que c'est qu'à ce moment-là, au moment où on accepte de ne plus mettre en avant la fidélité patriotique, qu'on peut ouvrir vraiment, décloisonner l'histoire des anciens supplétifs et arrêter d'en faire des traîtres. Parce que qui dit fidèle défenseur de la patrie, nécessairement de l'autre côté, on va vous répondre traître. Alors que si vous dites, c'est des gens qui se sont enrôlés pour X, Y raison, dans un pays où par ailleurs il n'y avait pas d'imaginaire national encore affirmé, et où il y avait encore moins un imaginaire patriotique français qui était affirmé. Enfin, les Harkis étaient le plus souvent des gens analphabètes, qui vivaient dans des zones montagnardes, rurales, qui n'avaient jamais vu un Français de leur vie. Les Français les ont vus pendant la guerre. C'est à ce moment-là où les anciens, si on écoute les récits, disent avoir rencontré le militaire, l'infirmière, le médecin, etc. Donc comment ces gens-là pouvaient ne serait-ce qu'envisager de vouloir être français? Ils voulaient tout simplement défendre leurs terres, leurs femmes, leurs animaux, leur bien-être et leur vie, tout ça. Enfin, voilà, et tous les Harkis n'étaient pas comme ça en même temps. Et tous les Harkis n'étaient pas comme ça, bien sûr. Évidemment. Zahia Rahmani, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vient de dire monsieur? J'ai apprécié l'échange. Moi, si vous voulez, j'ai le souvenir il y a quelque temps qu'on avait dit, vous avez dit quoi? Vous parliez de réparation, commémoration, réparation, je ne sais plus. Mais je me souviens... Oui, mais attendez, association Harki, ça ne veut rien dire pour moi. Parce que derrière, il y a de tout. Donc, vous savez, derrière, il y a de tout. Hein, vous avez des gens qui sont fidèles, si vous voulez, à des groupuscules extrêmes qui sont insupportables. Hein. Donc, association de défense des Harkis, bon, mais ça ne veut rien dire pour moi. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que, je me souviens, moi, il y a eu un moment donné, alors Julia le sait mieux que moi, il y a eu un statement en France, on a dit, voilà, le problème, il est réglé, on indemnise et c'est fini. Il y a eu ça. Toutes les décennies, on nous le refait. Moi, je pense que, si vous voulez, ce que ça a de bon, cette histoire-là, c'est qu'on sait que ce n'est pas bien. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, ce n'est pas digne de faire ça des individus. Moi, dès que j'entends le bruit de bottes quelque part, je me demande ce que l'on va faire avec les Afghans qui ont travaillé avec l'armée américaine. À chaque fois, cette question me revient, en fait, les collaborations, ce qu'on nomme les supplétifs, en fait. Mais moi, je crois qu'il y a une forme de plainte infinie
Alors Julia disait les gens y meurent, c'est vrai, mais il y a comme une plainte infinie qui est une voix, un râle, mais qui ne peut pas s'éteindre, qui ne doit pas s'éteindre, parce que ça nous permet de rester éveillés à la question de la complicité et de la manière dont des armées coloniales ont agi envers des individus. Maintenant, je rejoins tout à fait Julia. Soit vous dites plein engagement du côté de la nation, et puis en même temps, vous attendez quelque chose qui serait une indemnisation juste de ce plein engagement, soit vous assumez pleinement et entièrement que c'est une autre histoire. Et donc cette histoire-là, elle va permettre peut-être un dialogue plus apaisé, plus aisé, mais à mon avis, parmi les associations de harkis, certaines vont devoir se dissocier d'une sorte de, comment on peut dire, mixité ou métissage avec des constructions politiques, en fait. Voilà, j'aimerais juste dire cela. Il n'est pas bon qu'un certain nombre de groupuscules politiques aient fait de cette question leur fonds de commerce à chaque période électorale. Voilà. Ça, il faut savoir dire stop. Nous ne sommes pas vos supplétifs électoraux. Alors, monsieur, voilà, il y a monsieur, là, voilà. Monsieur, oui. Bonjour. Je voudrais quand même, avant de commencer, remercier le MUSEM. Moi, je suis venu spécialement du département du Var, parce que je suis venu du département du Var, et j'ai vu que le MUSEM organisait une page d'histoire sur l'histoire de ma famille. Et je me suis dit, prends ta voiture et vas-y, participe. Sois un acteur de ce témoignage, parce que moi, je ne connais pas. Et je me suis dit, quelle richesse, le MUSEM, la maison de l'histoire, de la mémoire, qui fait la jonction entre les deux Méditerranées. Et pour 56 ans après, on va parler de mon histoire. Je me suis dit, c'est merveilleux, prends ta voiture et vas-y et participe. Je voudrais vous remercier de vos témoignages. Moi, je suis un fils de harki, façon de dire, et vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure. Le mot harki, c'est les Morazni, les GAD, vous savez, le groupe d'autodéfense, vous avez les militaires, vous avez les appelés du contingent, vous avez les harkis qui habitent dans l'Argentière, qui étaient les harkis de la marine, vous avez les commandos Georges. C'est un ensemble de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, indirectement, on nous colle une étiquette, on est enfant de harki. Mais chaque famille de harki a son parcours complètement différent. C'est pour ça que nous, on nous a relégués. Moi, j'ai vécu dans un camp au camp de Révézalt, parce qu'il faut le dire aujourd'hui. Le camp de Révézalt, c'était un ancien camp d'internement de juifs, de républicains espagnols. Ça veut dire que là, il y a eu des Algériens aussi dans ce lieu. Et du FLN, ça veut dire, du FLN. Ça veut dire que les prisonniers du FLN, ils étaient au camp du Larzac, au camp de Saint-Maurice-l'Ardoise. Ça veut dire que indirectement, qu'on le veuille ou pas, la chaîne de l'histoire, la chaîne de la mémoire, nous avons la même histoire. Ça veut dire que les prisonniers du FLN, quand ils étaient en prison en France, ils étaient dans le même endroit que les familles de harkis en 1962. On a fait libérer les harkis et on a mis des... Mais ça, aujourd'hui, c'est vrai que moi, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit le monsieur. Aujourd'hui, on revendique. Qu'est-ce qu'on revendique? Mais aussi, il ne faut pas avoir honte de le dire. Les pouvoirs publics, pendant 56 ans, ils nous ont cuisinés. Ça les intéressait. Ils nous ont mis dans des camps. Moi, j'ai vécu les camps. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Il y en a eu 69, 30 dans le département, dans la région PACA, 12 dans le département du Var, 4 dans le département des Bouches-du-Rhône, 4 ou 5 dans les Alpes-Maritimes, et 4 dans le 04 et 2 dans le 05. Mais aujourd'hui, comme il a dit tout à l'heure le monsieur, la réparation, c'est aussi aujourd'hui, nous, on est à la recherche d'une identité. Et qu'est-ce qui nous lie à notre histoire? Pas comme la dame qui a eu la chance de partir en Picardie. Nous, on a vécu dans les camps. Aujourd'hui, les camps,
c'est nos lieux de mémoire. C'est l'arbre généalogique de nos enfants. Aujourd'hui, moi, je suis père de 3 enfants. Mes enfants, ils sont intégrés dans la société française. Ils font des études comme tous les Français. Mais leur histoire, leur mémoire, ça aura été ces fameux camps. Parce qu'on les a enfermés. Et ça, c'est la suite de la colonisation. Mais pourquoi on les a enfermés dans des camps? Pourquoi on les a mis avec des chefs de camp, l'autorité, les couleurs, le drapeau? Il ne fallait pas parler. Et vous le savez, il ne faut pas avoir honte de le dire. Il y a eu 6 camps de transit. Le camp de Lary, le camp de Bourg-Lastic, le camp du Larzac, le camp de Révésalte, le camp de Saint-Maurice-Ardoise et le camp de... Mais est-ce que vous le savez? On était en France. C'est des camps qui étaient en France. Ben, quand une famille de harkis, son enfant est décédé, eh ben, il n'avait pas le droit de se faire enterrer dans le cimetière du village. Vous allez au camp de Bourg-Lastic, il y a 11 tombes d'enfants qui sont aujourd'hui nos lieux de mémoire. Eh ben, parce que la France, la terre de France, cette métropole, elle a refusé d'enterrer ces enfants-là. Et aujourd'hui, c'est nos lieux. Eh ben, cette année, le préfet de la Vienne, eh ben, il a déposé une gerbe sur une tombe d'une petite de 6 ans dans le camp de Lary, parce qu'on a voulu faire une zone. Aujourd'hui, mais il ne faut pas avoir honte de le dire, le camp de Révésalte, 149 non harkis qui sont morts dans ce camp, qui n'ont pas de nom. Aujourd'hui, nous, les enfants, nous sommes les héritiers de cette mémoire. Nous demandons à ce que les noms soient gravés quelque part. C'est la France, elle les a désarmés, elle les a abandonnés en Algérie. Le 12 mai 1962, on a envoyé des télégrammes en Algérie. C'est ça le mot traite. L'armée française, le gouvernement français a envoyé des télégrammes aux officiers de l'armée française en leur disant « vous désarmez vos harkis et vous les livrez à l'ennemi ». Et aujourd'hui, dans le vocabulaire, parce que vous savez, la France, elle sait manipuler, elle sait cuisiner le mot. Elle se dit, eh bien, ça nous arrange qu'on les appelle les traîtres. Comme elle s'est arrangée de nous mettre dans les camps, mais vous le savez que dans les camps, on avait les écoles à l'intérieur. À l'intérieur des camps, vous allez à Colobrières, vous allez à Néoul. Mais attendez, mais on était en France, excusez-moi, on n'était pas en Algérie, on n'était pas au Sénégal, on était en France et les enfants de harkis n'avaient pas le droit d'aller à l'école de Jules Ferry, l'école de la République, qui est le socle, je le dis bien, le socle de l'intégration. Alors comment vous voulez qu'aujourd'hui, on nous demande à nous, pourquoi on revendique aujourd'hui? Oui, nous avons une paix. Et vous savez, quand on vous donne un coup de couteau, même si on vous le soigne, il reste toujours la marque. Et nous, on ne veut pas que la mémoire de nos parents soit salie. Oui, aujourd'hui, et je suis fier quand je vois des dames comme ça qui sont intellectuelles, qui font des livres. Je suis fier quand je vois Alice Zénitaire, qui a eu des prix de littérature, qui est une petite fille de harkis. Oui, son grand-père était au camp de Révésalte. Oui, son grand-père était au camp de Jouques. Oui, elle a vécu, aujourd'hui on dit oui, elle a vécu à Flers en Normandie, au milieu des vaches et des moutons. Mais son histoire et sa mémoire, c'était le camp de Jouques et le camp de Révésalte. C'est ça notre mémoire. Moi, je suis père de famille, j'ai 3 enfants. Et la meilleure revanche, elle viendra de nos enfants. Quand nos enfants, ils auront toute leur place dans cette société, dans ce pays. Et nous, on se battra. Vous ne nous avez pas donné la chance d'aller à l'école. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. La France, comme elle faisait en Algérie, en France, elle ne nous a pas donné la chance. Moi, à l'âge de 12-13 ans, j'étais à l'école primaire avec des Français. Au moment d'aller au collège, je suis allé au collège, ça s'appelait le CEG. Je suis arrivé, moi, on m'a dit, mais Belkacem, ta classe, elle est là-bas, dans le préfabriqué. J'ai dit, mais où est Bigi? Où est Raymond? Où est tout faire là? Mais où sont mes collègues de l'école primaire? Mais on m'a dit, mais toi, ta classe, elle est là-bas dans le coin. On n'était pas dans les Aurès, on n'était pas en Kabylie,
On était en France, on avait fait une classe dans un coin. Mais il ne faut pas avoir honte de le dire. Vous allez à Ongles, dans le 04. Il y a un musée là-bas. Et je vous conseille d'aller y faire un tour. De 1966 à 1972, tous les enfants de Harki, à l'âge de 13-14 ans, on les envoyait là-bas. Discipline avec les couleurs, le drapeau, et marcher au pas. Est-ce que c'était à la France? Est-ce que c'est ça le pays des droits de l'homme? On veut donner des leçons aux Africains là, qui vivent en Afrique du Sud, mais à quelques kilomètres d'ici, on n'a même pas été capable d'éduquer. On veut éduquer des petits Noirs au Sénégal, mais le petit d'origine algérienne qui habitait ici, on n'a même été pas capable de lui donner les valeurs. Eh bien, aujourd'hui, je le dis haut et fort, notre revanche, notre réparation, ça, elle viendra de nos enfants. Quand nos enfants, ils auront toute leur place dans ce pays. Voilà. Et c'est ça, notre fierté. On m'a posé une question. On m'a dit, est-ce que ton père, il a une médaille? Et je réponds toujours avec ironie. Je lui dis toujours aux gens, je dis la plus belle des citations de mon père, c'est la réussite économique et sociale de ses enfants et ses petits-enfants. Si mon père, il a un placard de médailles et ses enfants, ils sont au RSA, ils sont drogués ou toxicomanes, eh bien, leurs médailles, ils peuvent se les mettre au cul. Excusez-moi. C'est le cri de couleur c'est du cœur. Ça vient du cœur. Voilà. Mais merci que nos paroles, les paroles des invisibles, ils sont dans un lieu comme ça, un lieu d'échange, un lieu de culture. C'est aussi à travers la culture qu'on transmettra la mémoire de nos parents. Merci. Merci, monsieur. Madame veut poser une question, peut-être, ou juste là, Voilà. Allez. Bonsoir. Oui, on vous entend, mademoiselle. Vous m'entendez? Oui, ouais, Yamina, je m'appelle Yamina. Et merci à vous, merci pour ces moments. Et bien sûr, Zaya disait quelque chose, Madame Rahmani, pardon, disait quelque chose. Effectivement, on connaît tout ça. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait, bordel de merde? C'est très difficile. Et nous, les femmes, Zaya disait encore tout à l'heure, on doit encore plus ramer. Et on rame, et on est là, et on lâchera rien. Parce qu'on a droit à la vie, à la dignité, à se lever, à dire, à s'indigner. Ce n'est pas acceptable. Donc je vais vous dire qui je suis. Je mesure 1m60, j'ai des talons de 10 cm. Donc ça fait 1m70. Mais je suis cinéaste au pays du droit de l'homme et du citoyen. D'accord? Je suis, je crois, de culture musulmane. Je m'appelle Yamina, j'ai de la chance. C'est pas Jeannette. D'accord? Ils ont refusé. Elle a dit non. C'est la culture musulmane. Je l'aime, avec toute sa complexité. Donc je suis cinéaste. Et ça fait 25 ans que je travaille sur cette question des harkis. Sur la question des Arabes en France. Sur le racisme. Des choses qui m'animent profondément, qui m'indignent, qui font de moi une femme libre. Je suis une femme libre au pays du droit de l'homme et du citoyen. Donc j'ai travaillé avec Christian Philibert, le cinéaste d'ici. On a écrit ensemble, on s'est aimés, on a fait des films ensemble, Travail d'arabe. Et il y a une quinzaine d'années, on a écrit un long métrage sur les harkis. Parce que j'ai vécu là-dedans, dans les réserves d'Indiens, au pied de la Durance, où il n'y avait rien, si ce n'est un bar routier, chez Monique. C'est comme ça qu'on voulait nous apprendre. Donc 99%, je ne sais pas combien, étaient alcooliques. Donc les soirées, elles étaient très animées. Et il y a un paradoxe, je disais tout à l'heure à M. Sceaux, le préfet en charge de la commission. La femme que je suis, c'est grâce à ce camp, bordel de merde. Ah oui. Ce camp a fait de moi ce que je suis. L'injustice, on se doit de la condamner.
Donc c'est politique. J'aime la politique au sens noble du terme. On doit tous avoir cette conscience. Donc, je ne vais pas m'éparpiller. Zaya a dit quelque chose de très... Excusez-moi, Madame Rahmani, j'ai l'impression de vous connaître, forcément. Ben oui. Voilà, je vous ai lu, mais bien sûr qu'il y a des libraires, bien sûr qu'il y a des maisons d'édition, mais dans ce pays du droit de l'homme et du citoyen, il n'y a pas de distributeur de cinéma. Et ça fait 15 ans que je me bats pour faire mon film, qui a eu une avance sur recette. Je ne lâcherai rien. C'est la vie. Je suis une anthropologue, moi aussi à mon niveau. Je veux rien. Je veux juste dire comment ça s'est passé à l'intérieur de ces camps. Il y a des communautés qui ont des moyens, il y en a d'autres qui ont walou. Et ça, c'est injuste. Donc, de l'injustice à l'injustice, il y a un moment, c'est vrai que mes semblables, ils sont remplis dans du cimetière à Manosque. Mais moi, je suis hyper résistant. C'est ma mère, ça. Et mon père aussi. Donc, j'aime ce pays profondément. Mais vous savez, moi, je reviens d'Algérie. J'ai passé 10 jours très bien en Algérie et j'aimerais vous dire un mot de ce point de vue-là. Vous me touchez beaucoup. Et en fait, ce qui est beau dans cette génération qui vient, c'est qu'elle s'allège. Qu'ils se démerdent avec leur drapeau, c'est leur problème. Vous comprenez? Voilà. Et moi, j'étais aux Beaux-Arts à Alger avec plein de jeunes gens, mais aussi dans des villages où j'ai ma famille. Je me rends bien compte que, quand même, bon, c'est un prix, la souffrance. Hein, ça épuise. Et je pense que j'étais très touchée parce que la manière dont vous avez parlé, je vous remercie parce que, en fait, ce que vous dites, et c'est ça, ce sur quoi on doit aller, les lieux de mémoire. Voilà. Les camps, ce sont des lieux de mémoire. Et c'est pas n'importe quoi, en fait, de dire ça. Hein. C'est des lieux de mémoire, mais après, à l'intérieur de cela, il y a eu des petits arrangements, parce que c'était compliqué, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait de ces familles qui sont là ensemble? Faut-il les atomiser dans l'espace? Lequel? Pour ma maman, ça a été une solitude monstrueuse que de vivre en Picardie et ne jamais parler sa langue avec personne. Personne. On va peut-être prendre une dernière question. Bonsoir. Juste une petite remarque suite aux 2 interventions qui viennent d'avoir lieu. Je crois que vous avez bien pointé ce qu'il y a pu y avoir de honteux, évidemment, dans l'accueil fait au harkis, après ce rapatriement avec les guillemets, qui découle de ce qu'il y a eu de honteux également dans la guerre qui l'a précédé et dans les 130 années qui l'ont précédé. Et ce retournement-là de la honte, de l'afficher comme une fierté, oui, je crois que c'est tout à fait une réponse juste. J'avais une interrogation. J'ai entendu récemment le témoignage de quelqu'un qui également enfant de harki et qui disait avoir découvert dans les années 80 le monde autour du camp et ne pas comprendre de voir qu'il y avait tout autour plein d'autres gens qui avaient même tête que lui et de découvrir que parmi ces gens qui avaient la même tête que lui, il y avait des gens qui avaient été qui avaient participé du FLN et puis qui avaient des boulots, qui travaillaient. Et donc effectivement, là, il y a une dissymétrie de traitement qui est incroyable. Alors on sait effectivement que De Gaulle portait pas forcément en grande estime cette population, là, dont il avait dit que c'était, je ne sais plus la formule exacte, mais voilà, que ça n'avait jamais eu une grande utilité. On sait que Jox a fait passer ses notes interdisant le rapatriement. Bon, une fois que ça a eu lieu, une fois que les gens étaient là, quand même, c'est très étonnant. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'il y en a qui restent pendant des années dans des camps, alors même qu'il y a une liberté de circulation entre le pays nouvellement créé et l'ancienne métropole?
Voilà, donc pour moi, là, il y a une lourd, interrogation historique. Et après, il ne faut pas opposer les individus sur cette question, quand même. On ne va pas chercher à opposer ça. Hein. Il y avait des gens qui venaient d'Afrique, on va le dire comme ça. C'est un peu lourd de les chercher, cette question de pourquoi des Algériens avaient le droit de circuler. Pourquoi. C'est un peu, faut faire un peu attention, quoi. Mais en même temps, peut-être tu peux répondre. Oui, enfin, juste un mot, parce que d'abord, un vous remerciant de vos témoignages qui étaient effectivement très, très forts, très beaux et surtout très justes. Et je pense que ce qui émerge de tout ça, c'est que les harkis, c'est pas une histoire algérienne, c'est une histoire française. C'est le problème revient à la France et à la manière dont la France a géré cette situation. Et c'est un peu ça qu'on entend, c'est-à-dire que, bon, au fond, il y a eu relégation, il y a eu internement, il y a eu blessure. Et peut-on réellement réparer la blessure? C'est une question, et c'est pas tant une question de concurrence de mémoire, de concurrence de victimes. Si on va reprendre les travaux de Sayad, on va voir qu'il y a des Algériens qui ont vécu dans des bidonvilles, du côté de Nanterre, qui ont sans doute eu des parcours très douloureux. Bon, chacun son parcours, mais là, au-delà du parcours, il y a l'injustice et une souffrance, c'est-à-dire quelque chose qui marque à jamais le corps d'un individu, d'une famille, jusqu'au point d'avoir une sépulture sans nom, qui est quelque chose de terrible. Donc, je pense qu'il faut effectivement plutôt retenir, plus que voir le côté concurrentiel, retenir plutôt la dimension d'écartement et de construction d'une minorité française, une minorité mise sous réserve et essayer de réfléchir aux voies de la réparation qui doivent nécessairement être symboliques aujourd'hui. C'est plus des réparations matérielles, peu importe. C'est comment symboliquement réparer cette violence mémorielle, physique, corporelle qui a été faite. Peut-être justement en organisant des colloques, en recueillant la parole, les témoignages des gens. Et à cet effet, je voudrais vraiment vous remercier, Giulia Fabiano. Je voudrais infiniment vous remercier, Zahia Rahmani. Merci aussi à Eric Savarez et je laisse le dernier mot à ma collègue Florence Ordovich. Oui, juste peut-être réparer ne pas commettre une nouvelle injustice en laissant simplement la dame qui levait désespérément et en essayant d'être très brève, madame. Tenez, madame. Tenez, madame. Les témoignages étaient tellement bouleversants et extraordinaires pour moi. Il y a plein de choses que j'ai apprises ce soir et vraiment je vous remercie. Mais je remercie d'abord le MUSEM qui fait de nouveau quelque chose de super bien. J'ai rencontré déjà Zahia Rahmani d'autres fois, n'est-ce pas, au moment de l'exposition sur l'Algérie. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des moyens qui se mettent en place, spécialement à Marseille. Il se trouve qu'il y a un inspecteur de l'éducation nationale qui tient beaucoup à ce que les lycéens, les collégiens entendent parler des populations qui ont été concernées par la guerre d'Algérie. Et donc, je fais partie de groupes que l'on constitue avec des gens qui étaient de part et d'autre, etc. Et curieusement, je me suis rendu compte que les harkis n'avaient pas toujours leur place. Ce que vraiment je vais corriger, parce que ça vraiment, ils n'avaient pas forcément leur place. Il y a une personne qui est à Vitrolles qu'on peut contacter, là, Monsieur Mrabti, mais là, vraiment, je tiens beaucoup ce soir à prendre contact avec ces gens pour que les élèves puissent aussi bénéficier de vos lumières, on peut dire, de vos lumières. Merci infiniment. Merci beaucoup. Écoutez, très simplement, merci pour votre écoute. Effectivement, tous les témoignages, je crois que nous avons encore vécu un grand moment grâce à vous ce soir. Et si vous le souhaitez, vous pouvez nous retrouver dès lundi prochain pour une toute autre histoire, tout aussi complexe et sensible, celle des Juifs d'Algérie. Bonne soirée à tous. Merci.